On est plutôt fun. Et du Bon, coup, on va ça te va. réexpliquer le podcast Ok. quand ça va commencer. Bah d'ailleurs, est-ce que... Merci d'être venu avec des chouquettes, en tout cas, c'est Ouais, je super t'en sympa prie, de ta part. Je t'en prie. Putain, je m'y attendais pas, j'ai mangé les chouquettes et en fait elles sont je savais, fourrées. moi je me Ouais, suis elles sont dit, ultra bonnes. Je les connais, celles-là, je suis déjà venu ici. je suis sûr, je les ai vues, j'ai dit, à mon avis, elles sont fourrées. Putain, je m'y attendais pas. J'ai attendu 40 minutes de podcast, j'ai dit, ouais, 40 minutes, c'est bon, on peut commencer on peut taper dans les chouquettes. C'est moi qui ai craqué en premier, non? Ouais, Tu m'as regardé, j'ai vu ton regard. J'ai vu, ok, porte ouverte, c'est bon. Dans 5 minutes, je peux prendre une chouquette. Je suis accepté. Donc là, en fait, c'est parti. Là, t'es déjà dans le podcast. J'ai une pression, mais elle est là, quoi. J'ai pas le sentiment. En tout cas, tu c'est- supportes très 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 bien la pression. C'est l'effet chouquette. Bon, faut pas que tu nous fasses trop rigoler non plus, parce que sinon on va passer notre temps à rire. Alors, du coup, on va t'expliquer le podcast, un peu comment ça fonctionne. Donc, ça s'appelle Père Castor, raconte-nous ton histoire. Ça peut être Mère Castor, ce qui était le cas de Veneta, par exemple. Très bien. Et donc, l'idée, elle est très simple, c'est de remonter à ton premier souvenir entrepreneurial ou d'investisseur. C'est toi qui choisis. Et en fait, on va l'expliquer, on va le détailler, et ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que castor, on va venir mettre des barrages tout au long de cette rivière en te posant des questions. Alors, il y a des questions qui sont déjà préparées, qu'on connaît, qu'on utilise sur différents podcasts. Merci Et de il y a- les avoir envoyés, d'ailleurs. Et il y a des questions, par contre, qui vont venir spontanément par rapport à ton parcours. Et tu as, à mon avis, beaucoup de choses à nous raconter. Donc, ça va nous permettre de faire évoluer tout ça. Et pour te donner une idée, avant de te laisser la parole, c'est que, par exemple, alors Veneta, elle a commencé à 13 ans, pour te donner une idée. Et on a des personnes, je crois que c'est toi, 5 ans, c'était le fait de vendre des cerises. Donc, en fait, faire du business, ça peut être très jeune. Moi, par exemple, c'était pas très légal, mais je vendais des cigarettes. Tu vois, pour faire de la marge, on allait en Andorre et on achetait des cigarettes, on les revendait. Donc, voilà, ça peut être n'importe quel business. À Très toi. bien. Et bien sûr, dans la continuité de tout ça, on te laissera aussi à un moment donné te présenter précisément, mais on aime bien commencer par ça. Moi, j'ai pas commencé par du légal. J'ai commencé par aller acheter des suites Franklin Marshall à Clignancourt. Donc, ceux qui connaissent pas, en région parisienne, il y a un petit marché, le centre névralgique de la contrefaçon. Et j'allais acheter des suites Franklin Marshall. Et ensuite, je les revendais à mes camarades à l'école. Ça, j'étais en première. Première STG, je me souviens. 17 ans. Ouais, à peu près. Non, j'ai Ok. pas trop redoublé jusqu'à là. Ça a été seulement une fois. D'accord, donc tu as fait une STG. Ouais, j'ai fait une STG. Pareil. C'est vrai. Ok, ouais. Et Ça moi t'a aussi. aidé? Alors, j'ai pas raté mon bac parce que je l'ai pas passé. Ok, Donc, comme ça, j'étais tranquille. Donc, je me suis arrêté à la première STG. bravo. J'ai dit, l'école, c'est pas pour moi, on va aller voir ailleurs. Et t'as pas fait que des suites Franklin Marshall après? J'ai fait. J'ai acheté aussi de la contrefaçon. Comme je dis dans mon podcast, mes premiers mots en anglais, c'était pour acheter des chaussures à des Chinois. Et j'envoyais des Western Union à des Chinois quand j'étais au collège. Et je les revendais. Donc on avait à peu près, mais moi parce que nous, tu sais, on est en province, on est loin de la ville. Ouais. Donc c'était plus simple pour moi de commander en Chine que de venir à Paris pour acheter des suites Franklin Marshall. Je comprends. En plus, j'allais chercher, je me souviens, j'avais mon gros sac. J'avais mes commandes de la semaine et je gagnais 20 € par suite. Après, non. Sinon, au bout d'un moment, je vais pas dire que je viens de la rue. Je vais pas vous dire que je viens d'une cité défavorisée. Voilà, mon père est banquier, ma mère était commerçante. C'est un peu l'alchimie entre les deux qui m'a créé. Je vais dire que j'avais un peu une différence de confort vu que mes parents étaient divorcés. Ma mère gagnait mieux sa vie que mon père. Et c'est un peu ce qui a créé un effet psychologique à vouloir assez rapidement me mettre à l'abri en fait. Et c'est pour ça que dès que j'ai commencé à avoir un premier CDI, j'ai commencé à investir par la même occasion pour me mettre à l'abri. Donc on peut dire que j'ai un vrai pet au casque. Voilà. Donc très vite, tu as profité du levier du crédit grâce au CDI. Ouais, exactement. C'est-à-dire que je savais que pour pouvoir emprunter, il fallait être bankable. Et bankable, qu'est-ce que c'est? C'est avoir une situation stable. Moi, je suis un peu fatigué de tout ce que je vois sur Internet où on est tout le temps en train de dire que être salarié, c'est une tare. Non, moi, quand j'ai quitté le monde du salariat, clairement, mon salaire représentait 10% de mes revenus. Et en plus, je me suis fait virer pour faute grave. Comme ça, la boucle est bouclée. Vraie faute grave ou tu t'es fait virer pour ça? Non, fausse faute grave, mais vu que j'ai encore un petit prud'homme en cours, je vais pas pouvoir m'étaler sur le sujet. Mais en tout cas, effectivement, je te disais, petit coup de gueule sur tout ce qu'on voit sur Internet, d'essayer de culpabiliser les gens en se disant il y a que les entrepreneurs qui font de belles choses. Non, moi je pense que les plus belles choses que j'ai faites,
En tout cas au début, je les ai faites en étant salarié et plus tard on reste dans le monde du salariat, plus on a justement cette étiquette bankable et donc plus on est capable d'investir. Donc toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à rester salarié et c'est pas parce que vous êtes salarié que vous pouvez pas faire de belles choses. C'est un discours qui est pas dans le sens de tout ce que tout le monde dit en effet, donc c'est intéressant de l'entendre. Avec lequel on est en face, puisqu'on conseille aux gens le plus vite possible. Tiens, c'est le podcast qu'on a fait qui n'est pas encore diffusé, où on disait première chose, prenez un CDI, soyez attractif aux yeux de la banque et allez au bout de ce que vous pouvez emprunter le plus possible sur le plus longtemps possible et après on passe à l'étape 2. Mais le CDI, allez-y, optimisez-le, faites. En fait, tout dépend ce qu'on fait quand on est salarié, tout dépend ce qu'on en fait, notre CDI. Et si on devient entrepreneur, tout dépend ce qu'on en fait. C'est là où ça joue en fait. Mais dire que être entrepreneur c'est mieux que d'être salarié, c'est une connerie. Après, il y a un sujet c'est-à-dire que le CDI, c'est une solution, mais pour moi, et je sais que tu fonctionnes aussi un peu comme ça, c'est pas que la seule solution. L'association peut aussi très bien fonctionner, et donc t'es pas obligé d'utiliser forcément le CDI, mais en effet, ça peut être une solution pour s'endetter, et donc d'ailleurs, tu vas pouvoir nous l'aborder. Mais peut-être, avant qu'on défile un peu ce chemin de la vie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui ? Très bien, donc Aymeric, 32 ans aujourd'hui, en tout cas. Non, c'est pas 32 ans. Aujourd'hui, c'est pas mon anniversaire. Non, parce qu'on calme-toi, on a des bougies. On est capable de beaucoup de choses ici. En plus, c'est son design. Je vois qu'il reste que 2 chouquettes en plus. Ça fait quand même assez peu de place pour les bougies. Moi, je disais que j'avais 32 ans. Je vais vous proposer un truc pour les 2 chouquettes qui restent, ça va se passer au Shifumi. Très bien. Je vois pas autrement. Je la laisse, je vous les laisse. Bon, en tout cas, comme je vous disais, 32 ans. Moi, en 2023. En 2023 exactement, depuis avril 2023 exactement. C'est récent. Ouais, exactement. Donc moi je suis investisseur, mais je suis aussi chef d'entreprise. J'ai débuté ma carrière en tant que développeur d'enseigne, développeur foncier. Donc c'est-à-dire que je travaillais pour des réseaux de magasins. Mon job c'était d'aller ouvrir des magasins sur la France et les dom-toms. J'en ai ouvert à peu près une 60aine. J'ai travaillé sur le secteur du retail. Quand je dis des magasins pour bien recibler, vous avez des magasins dans toutes ces boutiques que vous allez très régulièrement dans les centres commerciaux, Zara, H&M, etc. Moi je travaillais pour ces réseaux-là au service immobilier. Et mon job, c'était d'accompagner des porteurs de projets parce que c'était des porteurs de projets. C'était pas de la franchise, c'était de la coopérative. C'est un petit peu différent parce qu'ils sont propriétaires en fait de la marque, contrairement à la franchise où ils ont un titre d'exploitation. Et donc mon job, c'était d'aller trouver le bon porteur de projet, trouver le bon emplacement, faire matcher tout ça, aller leur chercher le financement. Et en fait, j'avais un peu cette vision déjà 360 de la création de magasins et donc de projets immobiliers. Et je voyais systématiquement tous ces propriétaires de murs commerciaux que je côtoyais, qui étaient soit fourrés en vacances, soit au golf, soit sur leur bateau. Beaucoup de propriétaires de bateaux. C'est étonnant, mais beaucoup de propriétaires de bateaux. Alors que moi, effectivement, quand j'ai commencé à investir, je gérais mes rénovations, j'avais tout le temps des problèmes avec mes locataires. Parce que tu as commencé par de l'habitation. Exactement. Parce que j'ai pas réussi à trouver les rendements à Paris. Parce que, comme je te disais, j'ai voulu commencer à investir. J'ai fait une première mauvaise opération, si je peux dire mauvaise. Laquelle ? C'est quoi ? Alors oui, c'est quoi une mauvaise opération ? Et tu vas me faire plaisir, tu vas parler dans ce micro. Parce que sinon, on va pas t'entendre. Je vais essayer, je vais le rapprocher. Donc je disais c'est comme il bouge énormément. Ouais. Et là, on est dedans, là. Tu sais, quand les gens mentent, ils ont besoin de... Ils ont besoin de bouger un peu. Donc, non, comme je vous explique, quand je vous dis pas une bonne opération, pas aussi bonne, même si en réalité on fait jamais une très bonne opération, on a toujours des moyens d'optimiser un peu les choses. Ouais. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un peu à l'image que ce qu'avait fait ma mère. Elle avait acheté 3-4 appartements dans le 78, du côté de Chatou, le Vésinet, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai acheté un 40 mètres carrés, j'ai mis quasiment 25 000 euros d'apport qui correspondait à l'ensemble de l'argent que j'avais disponible sur mon compte à ce moment-là. T'avais quel âge ? J'avais 23 ans. Donc, donc dès que t'es sorti des études, dès que j'ai eu mon CDI. Dès que j'ai eu mon CDI. T'as fait quoi ? T'as fait une licence, toi ? Après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et après j'ai fait un bachelor développeur d'enseigne, justement. C'était cette fameuse formation. Et donc j'ai acheté ce premier appartement. Ça s'est passé plutôt bien. J'ai un petit coup de chaud où j'ai dû faire un coup de peinture moi-même, sachant que j'avais jamais fait de peinture de ma vie. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri quand j'ai récupéré cet appartement. Ça faisait 7 ans parce que j'ai vu un peu dans l'état dans lequel je l'avais donné, alors que le locataire s'en était super bien occupé. Et donc tout ça pour vous dire que je m'étais pas formé, j'y connaissais strictement rien. T'étais pas rien. Très bon peintre ?
Ah, j'étais mais pas très bon peintre du tout. J'étais vraiment mauvais dans le bâtiment. Et donc, effectivement, ne trouvant plus les rendements suffisants à Paris, parce que j'ai commencé à regarder un peu tout ce qui se passait sur Internet, je voyais des mecs qui faisaient des opérations à 10-15% de rendement. C'était qui ces mecs à l'époque? Je sais pas, ça devait être Cédric Anissette ou Olivier Seban. Enfin, je Ouais. regardais un peu tout ce qu'il y avait sur Par Internet. contre, ce qui est hyper intéressant, et j'ai vu un réel parce qu'en ce moment t'en sors plein de toi. Ce qui est hyper intéressant, c'est ce que tu as dit, et du coup ça va dans la continuité, c'est-à-dire que c'était pas l'opération parfaite, mais en même temps si t'attends l'opération parfaite, tu l'as fait jamais, je ne sais pas, mais en tout cas tu vas mettre des années potentiellement avant de la trouver. Or toi, t'es arrivé, t'as dit bon, fine, c'est peut-être pas parfait, mais je le fais. Ouais, c'est que déjà je sais pas, j'avais envie d'acheter. Tu vois, ça c'était une obsession. Il y en a certains qui achètent pour leur résidence principale. Moi je voulais acheter, utiliser l'argent des autres pour acheter et utiliser l'argent des autres pour rembourser ce prêt. Donc effectivement ça m'a mis dans une situation où assez rapidement je me suis engagé dans ce projet. Peut-être par inconscience, j'en sais rien, mais en tout cas ça m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et là je me suis dit attends, c'est bizarre parce que t'as quand même pas du tout les mêmes perfs sur le papier, hein. Toi t'es à 6 ou 7% de rendement. Je me souviens en location meublée, en plus je l'avais fait sans meubles à l'époque. Il y a rien qui va. N'importe quoi, rien qui allait. Le locataire était sympa, il est resté 7 ans sans arriéré de loyer. Enfin vraiment ça c'est un miracle. Et donc me disant voilà, comment est-ce qu'on fait ces rendements là, et je me suis dit je trouve pas les rendements à Paris. Donc t'avais quoi? T'avais 7 en théorie et t'avais 5 en réalité, ou t'avais 10 en théorie et 7 en réalité? C'est-à-dire je sais pas. Tu disais que ton rendement il correspondait pas forcément à ce que t'avais imaginé. Ah j'avais non quand je dis il correspondait pas à ce que j'avais pu voir en fait. Ah oui, C'était ok. que en réalité j'avais fait cette opération sans me renseigner. Là je Ok. regarde des vidéos et je vois Ok. des mecs qui font des trucs 2 fois mieux que moi, et là je me D'accord. dis attends, il y a un problème. Donc je trouvais pas les rendements à Paris, donc je suis parti m'exiler à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que j'avais analysé un peu comme tout le monde quelle est la carte des rendements alors par rapport à la taille de ville. J'avais vu Le Havre, j'avais vu Marseille, et je me suis dit franchement Le Havre J'aime bien le soleil. il y avait même pas Édouard Philippe à l'époque. Enfin, vraiment, c'était pas du tout la même chose. Donc j'ai pris le TGV et puis il y avait le soleil. C'est exactement ça, Erwan. Il y avait vraiment le soleil, et j'ai décidé de partir, de prendre le TGV, et le petit Parisien qui débarque et là qui achète à des prix mètre carré 10 fois moins cher, parce que j'achetais à 1000 balles du mètre moi à l'époque, alors que les loyers étaient à peine 30% moins chers. Ouais. Un vrai dysfonctionnement de marché. C'est ça. Donc là t'avais 24 ans là. Ouais, j'avais 24, un peu entre 24 et 25 ans. Ok. Un Parisien qui débarque à Marseille. Il se fait défoncer, il se fait défoncer par tout le monde, hein, clairement. On va pas. Il se fait défoncer pourquoi? Parce qu'il y a une rivalité, parce qu'on sent qu'on peut le pigeonner, parce qu'on. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça. T'imagines bien le petit Parisien qui descend avec son reste d'économie. Ces petits mocassins. Non, peut-être pas quand même. Non, j'avais pas les mocassins à ce moment-là. j'avais pas les Je vais mocassins. raconter l'histoire des mocassins avec l'histoire à Angers. Tu sais, où tu t'es fait renverser une bouteille sur les mocassins. Ah oui, Je pensais même pas à ça en plus. D'ailleurs, s'ils nous écoutent, merci à toi. donc comme je te disais, j'ai commencé à acheter des appartements. Je voulais doper la performance de ces appartements. Donc j'ai commencé à faire de la location saisonnière. Un appartement tous les 6 mois, un immeuble tous les 6 mois. Et puis ça commençait comme ça à se développer jusqu'à une 40aine, 50aine de lots. Et puis ce qui était bien, c'est qu'en plus, quand je discutais avec les Marseillais locaux, je pense que tout le monde a déjà fait cette expérience de se dire, tu discutes avec quelqu'un, il dit non mais là tu vas pas y arriver, là t'es fou de faire ça, acheter dans des quartiers aussi mal famés, parce que pour ceux qui connaissent, moi j'ai acheté dans le 1er, 2e arrondissement, hyper centre. Pourquoi? Tu disais Erwan tout à l'heure, anomalie de marché. Complètement. Je me dis, attends, c'est quand même bizarre, à Marseille, 2e ville de France, on se retrouve avec un secteur hyper centre qui est moins cher que sa périphérie, alors que normalement c'est complètement l'inverse. Ouais. Par ces histoires de vent, pour ceux qui savent, les banlieues ouest, vous savez parfaitement, je pense que ça a déjà été dit dans d'autres podcasts, mais bref, en tout cas tout ça pour dire qu'on ne croyait pas à mes projets. Moi j'avais des super performances, j'étais très satisfait de ces premières opérations, mais je commençais petit à petit à subir réellement une charge mentale par la gestion locative. C'est quoi ces opérations? Tu peux nous les détailler un peu plus? T'as acheté un immeuble, je crois? J'ai commencé donc dans la rue Colbert. Alors non, le premier c'était rue Montelieu, un coup de fusil.
Tu as déjà entendu parler de ce que c'est qu'une opération coup de fusil. C'est une opération coup de fusil, c'est le truc où on te dit wow, c'est l'opération en or, le mec il a pas réussi à avoir son financement. Ouais. Tu vas voir, tu te repositionnes, t'as pas le temps de faire un prêt, donc il faut tout de suite que tu l'achètes maintenant. Et puis c'est ce qu'on a fait avec un de mes associés. On n'a même pas eu le temps de faire de prêt, on a mis le dernier euro qui nous restait. T'as tout financé cash? Ouais, c'était 34 000 euros je crois de mémoire pour 35 mètres carrés sur un truc qui était loué. Je crois qu'on avait un rendement à 12 ou 13 ou 14% même sur ce truc-là. Petite précision pour ceux qui vivent ça, et des fois il faut prendre des décisions très rapides. Vous avez, une fois que vous avez signé votre acte authentique, vous avez encore 6 mois pendant lequel vous pouvez faire financer votre bien et donc vous faire rembourser par la banque l'apport que vous avez mis et quand même financer votre projet. Donc même si des fois il y a des phénomènes d'urgence où il faut aller très vite sortir le cash, vous avez quand même une petite latence derrière qui est vraiment limitée à 6 mois. Ouais, c'est ça. Bah, ça, c'est pas ce que j'ai fait, encore une fois, parce que je le savais pas. Ça, je le savais pas. Je t'enverrai le lien de ma formation. Mais merci. N'hésite pas, si un jour je décide de refaire du locatif en habitation, je prendrai ta formation. Donc, en tout cas, tout ce que je disais, c'est que tu parlais tout à l'heure de petits Parisiens qui descendent et qui se font avoir. Comment ça s'est fait? En fait, c'est celui qui nous a vendu ça. C'était une personne un peu connue sur les réseaux sociaux. Je donnerai pas son nom, mais on a voulu faire confiance. Donc surtout on me disait mais tu sais le sud les gens ont une parole, une seule parole, tu peux être assuré que ça va bien se passer. Et donc effectivement on a fait confiance et on nous a dit dans les 35 000 euros, ce que je vous ai pas dit c'est qu'il y avait 10 000 euros de travaux en fait qui avaient été faits par l'ancien propriétaire et donc on nous disait qu'il fallait rembourser les prêts travaux. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en réalité une fois qu'on avait fait le premier raconte il n'y avait pas de travaux. Coup de fusil, tu visites pas, c'est un coup de fusil, c'est un coup de fusil. Donc finalement on s'est rendu compte qu'on avait essayé de nous avoir et donc on l'a même pas payé 35 000 de mémoire, on l'a payé 30 parce qu'on avait payé que la moitié de la compte. Et c'est là que je me suis dit attends, t'es bien beau dans le monde des bisounours mais va peut-être falloir que tu sois un petit peu plus rigoureux. C'est vraiment là. Vraiment falloir que tu sois peut-être un petit peu plus rigoureux. 30 000 euros, il gagne où de l'argent? Parce que même s'il l'a acheté 15 000 avec la plus-value, il gagne pas d'argent. Non, c'était un agent véreux, si tu veux, qui lui il s'en fout, il prenait juste 10 000 euros au passage, il n'en avait rien à faire. Ça se fait beaucoup, toutes ces personnes qui signent des promesses et puis ils prennent des capacités de substitution, ils placent d'autres personnes, ils prennent une commission au passage et basta. Lui, il va juste avoir un chèque sur son compte, il va pas gérer le locataire. C'est vrai que ça se fait moins chez nous, j'ai l'impression. Après, en Bretagne ou ça se fait. Moi, je l'ai beaucoup vu dans mon métier d'agent immobilier. Mais on m'a dit en Bretagne, les gens n'ont qu'une parole. En vrai, je pense beaucoup plus. En fait, les milieux un peu, ce que j'appelle les milieux terriens, vraiment. Ouais. Effectivement, genre tu sors vraiment, on se tape dans la main, ça suffit. Alors après, pas toujours, mais apprendre avec des pincettes. Et c'est pour ça que ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est intéressant avec toi, c'est que je trouve que des fois, la manière dont tu peux le dire, surtout quand on ne connaît pas ou peu, et ça je le fais pour tous ceux qui nous écoutent, parce que la première fois qu'on t'écoute, etc., on a peut-être une vision de toi. En tout cas, moi c'était le cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Et en fait, t'es pas du tout comme ça. Alors, je te connais pas non plus super bien, mais en tout cas, ce que je disais à Emeric avant le podcast, on n'a pas couché encore. pendant l'enregistrement, c'est que même si il est tout beau, tout nickel, tout machin, il a une parole, et en tout cas jusqu'ici avec moi, j'ai pas vu sur beaucoup de choses, mais sur le peu que j'ai vu, tu l'as plus que respecté et plus qu'honoré, et ça c'est particulièrement appréciable. Donc ça arrive que même à Paris, les personnes aient des paroles. Ouais, surtout en fait j'ai fait exprès de te prendre comme exemple, comme étant la seule personne avec qui je tiens ma parole, parce que tu comprends en même temps, il fallait bien en prendre un. Alors en plus s'il faisait un podcast et qu'il pouvait donner cette image à un maximum de personnes, c'était plutôt une bonne chose. Bon, Marseille, tu l'as acheté 30 000. Donc Marseille, cette acquisition-là... Rentable ou pas finalement Ouais, rentable. Parce que de toute façon, quand on achète 1 000 euros du mètre, même si on se fait un peu avoir... En fait, t'achètes même pas au prix de la construction, donc en soi, même si tu te fais un peu avoir et que tu pourrais mieux faire, en fait, quand tu fais des trucs comme ça, tu limites la casse. Ouais, tu limites la casse parce que c'est pas une grosse somme. Maintenant, tu sous-estimes aussi toutes les galères qu'il peut y avoir. Tu vois, moi, quand j'ai commencé dans l'habitation, quand j'ai acheté ce truc-là, je savais pas ce que c'était qu'un arrêté de péril. Je savais pas ce que c'était qu'un impayé. Je savais pas ce que c'était qu'une obsolescence des aménagements, surtout sur des travaux qui avaient pas été exécutés. Tu vois. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, si l'immeuble s'effondre un peu comme Alexandre, les 30 000 euros peuvent vite te coûter beaucoup plus cher. Hein. Et comment tu t'organises dès le début? Tu mets une gestion locative ou tu fais tout toi-même? Ça, non. Ça, on a fait nous-mêmes. On a fait nous-mêmes sur ce premier appartement. Jusqu'à combien?
Comment ? Jusqu'à combien de lots ? En fait, on a fait énormément de location saisonnière au démarrage, donc très peu de gestion locative. Mais après, sinon, je pense à partir d'une quinzaine. Il y a un immeuble de 11 lots que j'avais aché rue Nationale là, que je suis en train de revendre à la découpe en ce Toujours moment. à Marseille ? Toujours à Marseille, ouais. À la découpe. À la découpe, effectivement, cet immeuble, j'ai acheté les appartements, je l'ai rénové en location saisonnière au fur et à mesure des départs des locataires. Et c'est là que j'ai mis en gestion cet immeuble-là. Ok. Ça marche. Et donc là, je rebondis sur cet immeuble que tu vends à la découpe. Donc là, tu allies, qui est à la base d'une opération qui était une opération d'investissement immobilier. Mhm. Et quand tu en sors, tu l'as converti un peu en opération de marchand. Je suis en train en ce moment de la faire. Hein. En fait, c'est de l'actualité. Hein. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, j'ai assez peu fait de marchand. J'en ai assez peu fait. J'ai plutôt fait des arbitrages court moyen terme. Okay. C'est-à-dire que quand j'achetais, j'avais pas forcément la volonté de revendre. C'est pour ça que j'ai quasiment jamais pris d'engagement de revente, sauf en ce moment. Mais je pense que vous savez pourquoi. À côté de ça, sinon, j'ai toujours. En fait, je pense profondément que les personnes ont du mal au début à revendre, alors que c'est clairement la rotation qui crée l'enrichissement dans l'immobilier et pas la capitalisation. Mais en fait, je pense qu'ils ont tous du mal à revendre pour deux raisons. Première raison, c'est qu'ils ont tellement galéré à obtenir leur financement qu'ils se disent « Oh là là, mais dis donc, s'il faut que je reparte là-dedans, non mais tu te rends compte en plus, il y a eu des allers-retours, des trucs qui ne sont pas passés comme prévu. » En fait, ça a souvent été la croix et la bannière pour faire l'opération, mais qui a fini quand même par créer de la valeur. Ça, c'est la première raison pour laquelle on ne vend pas. Et la deuxième raison qui est encore pire que ça, c'est pour moi le lien affectif. Du fait que c'était compliqué, tu as un lien affectif et donc c'est encore plus difficile de pouvoir revendre. Alors que finalement, quand des opérations sont très simples à sortir, quand tu les as quasiment pas vues, quasiment pas visitées ou quoi que ce soit, tu as beaucoup moins l'aspect sur ces deux points-là et tu as une capacité à pouvoir revendre beaucoup plus facilement. Et je rajoute un 2 bis, c'est-à-dire qu'en général, les gens, ils ont emprunté à 1%. Et là, ils se disent, si je revends, il faut que je solde mon crédit et que je réemprunte à 4%. Oui, tout à fait. Et donc, ça vient compléter ce que tu dis. Et effectivement, je pense que la rotation, l'arbitrage, moi, à titre personnel, je le fais une fois par an. Et je conseille à tout le monde de faire votre arbitrage. Est-ce que toi, tu as une règle où tu dis, tiens, si ça représente tant de loyer, ma plus-value, j'y vais pas ? Comment ou c'est au feeling ? Aujourd'hui, Non, il n'y a pas de feeling. Enfin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de feeling. Non, aujourd'hui, moi, je suis dans une phase massive de revente, mais si vous voulez qu'on continue avant sur les différentes opérations et comment j'en suis arrivé à l'immobilier commercial, on peut le faire. Mais là, je suis vraiment dans une phase où aujourd'hui, je revends tous mes lots d'habitation que je ne suis pas capable d'exploiter en location saisonnière. Voilà. Donc, Donc, tu gardes une partie en location saisonnière. Exactement. En fait, la location saisonnière, pour moi, c'est... Enfin, dans la vision de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a d'un côté un socle. Qu'est-ce que c'est ce socle ? C'est des activités que tu vas gérer et qui vont te permettre de payer tes charges. Quand je dis pas les charges de la structure, mais tes charges personnelles, donc ton train de vie, ton rythme de vie, voire un petit peu plus. Mais par contre, toutes ces activités-là doivent avoir un point commun, c'est qu'elles te nécessitent très peu de temps. Pour que justement, en fait, une fois que tu as créé ce socle, tu sois en capacité d'utiliser ton temps dans des opérations moyen-long terme sur de la forte création de valeur. Voilà. Donc ça veut dire que tu peux très bien avoir des opérations immobilières qui rentrent dans ton socle, comme c'est pour ça que pour moi j'ai choisi l'immobilier commercial, parce que j'ai zéro investissement, enfin j'ai zéro capex et surtout j'ai aucune gestion dans mes actifs, donc ça ne me demande pas d'utiliser mon temps pour la gestion de ces actifs, mais par contre ça ne m'empêche pas de me dire sur l'année 2023 je vais faire une opération où je vais gérer un déplafonnement, où je vais gérer un départ de locataire, mais pas forcément en commerce, mais en tout cas une plus forte création de valeur, mais qui ne va pas forcément être sur une période courte, mais qui va être plutôt à moyen long terme. Ok. Tu t'es assuré ton revenu minimum avec peu de temps, peu d'engagement pour pouvoir faire des coûts sur le reste. Ouais, c'est un peu mon délire en ce moment de me dire chaque année je veux une nouvelle activité pour renforcer ce socle parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une partie de ce socle aussi qui s'effrite. Et à côté de ça, ce que je veux c'est quand même m'associer avec les bonnes personnes, faire des grosses opérations, aller sur des projets aussi qui peuvent, en dehors de l'aspect financier, me plaire et m'apporter du bonheur. Qui s'amuse, ouais. Voilà, c'est ça. Et effectivement, c'est un peu cette séparation et cette organisation qui fait qu'aujourd'hui, je m'en sors plutôt pas mal. Mais je pense que la première étape, avant tout, c'est de gérer ce socle. Et pour revenir un peu sur mon parcours, la location saisonnière, pour moi, c'était
le socle, ce fameux premier socle qui permettait de pouvoir avoir un certain nombre de lots sans avoir beaucoup d'implications. Et beaucoup de personnes vont se poser la question, pourquoi tu revends tout ce qui est location à l'année ? Pourquoi de l'habitation ? Enfin, Pourquoi tu l'habitation, revends l'habitation, tout ce qui est pas saisonnier, pourquoi tu le revends ? parce que l'habitation, c'est l'obsolescence des aménagements. En fait, quand tu achètes de l'habitation, en fait, on va reprendre les choses de façon plus terre à terre. Moi, je pense profondément qu'on se dirige vers l'habitation plus par facilité que par réelle analyse et benchmark des différents types d'investissements en immobilier qui existent. Je m'explique. Quand tu fais pourquoi par facilité vers l'habitation ? Déjà, première chose, parce que quand on regarde l'habitation, c'est notre quotidien. On a tous une salle de bain, on a tous un salon, on a tous tout ce que tu veux. Donc quand on pense investissement, naturellement, on va penser habitation. Deuxièmement, on a tous eu un besoin de se loger dans sa vie. On a, je sais pas, on se marie ou on a une copine, on s'installe avec ou on divorce, etc. Donc pareil, naturellement, on va encore penser investissement, donc habitation. Troisième raison, quand on prend un immeuble, vous voyez ici un très bel immeuble dans Paris, on va avoir 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée, une vingtaine d'appartements au-dessus. On a un rapport de 2 pour 20 en immobilier commercial par rapport à l'habitation, donc naturellement 1 pour 10. Et donc, il y a un volume d'offres beaucoup plus faible en commerce qu'en habitation. Donc naturellement, encore une fois, on va se diriger vers l'immobilier d'habitation. Donc, j'en avais un quatrième, mais je l'ai oublié, mais c'est comme ça. Peut-être c'est ce que tu penses, mais tes partenaires comprennent ce que tu fais. C'est-à-dire que la banque comprend ce que tu fais, parce que tu vas voir ton banquier, tu dis j'ai pas de RP, mais je veux investir, bon, il te comprend. Tu lui dis je veux En particulier, ouais. En particulier, Quand tu commences. Lui dis je veux acheter un local commercial. Je pense que le banquier ne comprend pas tout à fait de la même manière encore. Je pense que tu es un peu plus un ovni. En fait, ça dépend du banquier. Si c'est ton banquier que tu vas voir pour ta routine, celui que tu as en contact qui est dans l'agence. Par contre, quand tu vas voir un banquier pro, je pense qu'il comprend beaucoup mieux justement l'investissement. Oui, c'est en fait l'avantage de l'immobilier commercial, c'est qu'on n'est pas HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. En fait, pourquoi ? Parce que de base, on est en prêt pro. Il n'y a pas de prêt particulier sur de l'immobilier commercial. Donc ça veut dire que déjà, directement, tu vas t'orienter sur des conseillers professionnels. Après, si tu arrives en plus, et ça c'est un petit tip que je peux vous donner, à justifier un développement patrimonial par un développement de tes activités, c'est-à-dire qu'en gros, imaginons, je sais pas, tu as une activité d'échafaudage, demain tu as besoin de stocker des échafaudages parce que ta société elle se développe, tu vas aller acheter un bâtiment de stockage ou d'entrepôt pour pouvoir placer tes échafaudages. AZ Metal, peut-être que certains connaissent, tu regarderas dans Paris quand vous baladerez. Le mec, je l'ai rencontré chez le notaire, il m'expliquait 150 millions d'euros d'actifs aujourd'hui. Comment il a fait ? La seule chose, c'est qu'à chaque fois, il a une boîte de bâti, il a sa boîte d'échafaudage, il justifiait pour le développement de sa structure de l'acquisition de nouveaux bâtiments. Et c'est comme ça qu'il est parvenu à avoir 150 millions d'euros en achetant 2-3 bâtiments d'entrepôts qui sont valorisés entre 2 et 3-4 millions d'euros chaque fois. Donc c'est toujours cette mouvance qu'il y a en n'importe quel profil. Et tu peux le regarder parce que tu t'orientes souvent sur les élites. N'importe quel profil. On commence par l'entrepreneuriat, on commence par ça. On vient créer de l'immobilier parce que c'est beaucoup plus facile et les flux générés par l'entrepreneuriat permettent de faire de l'immobilier. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe à la fin ? En fait, on fait que de l'immobilier. On veut plus gérer cette activité entrepreneuriale qui nous prend beaucoup trop de temps. C'est le schéma classique, c'est une société d'exploitation. On se dit, si j'achète une usine ou des bureaux ou un local commercial, la holding, et puis en fait, tout l'argent circule et on se crée son propre écosystème. Et même si ta société d'exploitation, une année exceptionnelle, elle ne gagne pas d'argent, en fait, tu auras capitalisé sur ton IMO. Et tu avances quand même du côté IMO. Et il n'y a pas d'année pour rien. Et j'irai un peu plus loin, et là je vais aller dans ton sens, mais pour le coup ça va pas être tout le temps le cas sur ce sujet-là, mais je vais dans ton sens. Quand on regarde factuellement les plus riches, il y a 2 catégories de personnes riches en immobilier en France et probablement dans le monde. C'est 1, les promoteurs, et 2, les propriétaires de locaux commerciaux. Systématiquement, quand tu regardes les gens les plus riches, ceux que tu disais, qui font du bateau, du golf, etc., ils ont toujours du pro. Non mais c'est vrai. En fait, ils ont, comme tu dis Amaury, très justement, c'est de l'immobilier d'entreprise en général. C'est-à-dire qu'on va avoir cette grande strate de l'immobilier d'entreprise. On va avoir donc d'un côté l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, l'immobilier logistique. Quelle est la définition de l'immobilier commercial ? C'est un lieu permettant d'exercer une activité de commerce. Même chose pour le bureau, même chose pour l'entrepôt logistique. Et en fait, simplement, parce qu'on a dévié sur ce que je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce benchmark où on regarde
l'ensemble des responsabilités qu'on peut avoir sur un actif et ensuite qu'on fait son choix sur ce type d'investissement. Non, nous, naturellement, par facilité, et j'arrive sur mon 4e point, c'est l'accès à l'information. On a un accès à l'information, l'immobilier d'habitation qui est beaucoup plus simple. Autour de soi, on a tous une tata Jacqueline, un tonton René en repas de famille qui a déjà acheté un appartement, qui a acheté un appart ou quoi que ce soit. Donc, par contre, l'inverse est beaucoup plus difficile. Donc, parce que c'est des gens qui sont souvent extrêmement riches. C'est des et gens donc qui tu les as pas toujours aussi dans ton cercle. En tout cas, tout dépend du milieu social dont tu viens. Mais je pense pas que tu peux résumer le fait de dire que tous les propriétaires en immobilier commercial sont extrêmement riches. Par contre, une chose est sûre, c'est que je pense que la quasi-totalité de ces personnes ont eu soit l'information par un membre de leur famille qui faisait déjà ça, que ce type d'actif était intéressant et dans ce cas-là ils l'ont fait, soit effectivement avaient un lien. Quand je dis un lien, c'est par exemple un commerçant. Un commerçant, ça le gonfle au bout d'un moment parce qu'il paye un loyer et puis il se dit j'aimerais bien être propriétaire aussi de mes murs. Et puis par frustration de ne pas pouvoir avoir un propriétaire qui accepte de lui vendre ses murs, il se dit je vais pouvoir aller acheter potentiellement les murs de quelqu'un d'autre et mettre en place mes propres locataires. Ouais, c'est très vrai. Et la différence aussi, j'ai la sensation que c'est rare les propriétaires de murs en immobilier commercial qui ont un seul lot. C'est-à-dire qu'une fois que tu y as goûté, et c'est pour ça peut-être que tu dis que c'est ceux qui sont riches, parce qu'en fait c'est ceux qu'une fois que tu y as goûté pour en avoir quelques-uns, en fait une fois que tu y as goûté, tu veux que ça. Non, et puis il y a un peu, je dirais il y a deux profils. Je connais pas précisément ce sujet-là, mais c'est le sentiment que j'ai de l'extérieur. C'est soit un peu un propriétaire, mais plutôt terrien justement, qui a 2-3 locaux dans son village parce que il connaît un petit peu la ville et c'était un commerçant. Soit, alors t'as probablement un peu un entre-deux, mais soit le mec est richissime. Et il a des locaux. Moi, j'ai deux profils en tête. Les mecs sont richissimes, mais vraiment, c'est des gens qui sont très très riches et ils ont que du pro, et ils font des contrats. Non, pas encore, malheureusement. ça arrive. Pas que je sache pour Aymeric. On passe les 10 et après on verra. Mais non, c'est vrai qu'il y a un peu ces deux profils-là. Or, et en habitation, tu connais des gens qui sont riches, mais c'est pas du tout le même niveau de richesse. C'est un peu comme si tu comparais marchand de biens et promoteur. Tu vois, tu as des gens qui sont assez riches en marchand de biens, qui gagnent bien leur vie, qui ont des bons niveaux de vie par rapport à quelque chose de commun. Et les promoteurs, les gens les plus riches que j'ai rencontrés en immobilier, c'était des promoteurs, systématiquement. Ouais, l'immobilier d'habitation, je le vois un peu comme la rampe de lancement. Et en fait, je connais personne qui a commencé par la location meublée et qui 20 ans après, 10 ans après, est encore empile. Non. En fait, ils s'en sont servis de rampe de lancement et à un moment donné, ils switchent sur immobilier commercial, action à dividende. Mais des gens qui font leur carrière entière sur de l'immobilier d'habitation, il n'y en a pas beaucoup. Si tu as le gars là sur Paris, là, qui est un peu connu. Gilles Grimm. Ouais, Gilles Grimm. C'est que ça, lui. Je ne le connais pas personnellement, okay. Je ne vais pas pouvoir t'en parler. Mais en tout cas, une chose est simple. Pour résumer ce que vous venez de dire, je dirais que pour que quelque chose soit duplicable, il faut qu'il soit simple. Il faut simplifier pour dupliquer. Donc plus tu vas avoir un modèle économique qui va être difficile à gérer, plus tu vas utiliser ton temps, non pas dans le développement de nouveaux actifs, mais exclusivement dans la gestion des premiers. Donc c'est pour ça que l'avantage de l'immobilier commercial, et c'est pour ça naturellement que tout le monde se dirige, mais c'est pas que l'immobilier commercial, c'est l'immobilier d'entreprise en général, c'est le fait de ne pas avoir la responsabilité des aménagements. C'est pas toi qui fais les travaux. Les problèmes de seconde œuvre avec vos locataires en habitation et avec mes locataires en habitation, pour ceux qui restent encore, j'ai mon petit défi personnel de ne pas avoir à remplir cette petite attestation au mois de juin parce que j'aurais tout dégagé. mais en tout cas, tout ça pour vous dire que effectivement, ce sont des personnes qui vont utiliser 95% des problèmes de gestion avec tes locataires, ça va être des problèmes de seconde œuvre. T'enlèves cette responsabilité, t'as quasiment plus de problème de gestion. Après, ça va rester du gros œuvre. Mais quand c'est du gros œuvre, c'est un vrai problème. Finalement, et dans les deux cas, ça le sera. Et puis quand tu as un locataire qui, quand il vient d'arriver en immobilier commercial, pardon, je dis immobilier commercial parce que c'est plus simple, mais qui arrive, qui met 80 000 euros de travaux pour le second œuvre, tu sais que tu l'as pour un moment. Ouais. Je vais te donner un exemple. Ce qui est bien, parfois même, c'est qu'en immobilier commercial, tu peux avoir des valeurs de fonds qui sont plus élevées que les valeurs de murs. C'est-à-dire que toi, en tant que propriétaire, tu achètes les murs. À l'intérieur, tu as un commerçant qui va lui faire son activité et donc avoir le fonds de commerce. Le fonds de commerce, ça va être le matériel, ça va être l'enseigne, la clientèle, tout ce que tu veux. Je vais vous donner un exemple d'une opération que j'ai fait rue Poyer à Clichy, pas très très loin d'ici d'ailleurs, parce qu'on est dans le 17e arrondissement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué ce local qui était brut de béton, fluide en attente. C'est-à-dire que j'ai juste fait un curage, j'ai abattu une cloison, c'était complètement pourri, j'ai abattu une cloison.
J'ai fait au total 2000 euros de travaux. Je dirais pas que j'avais un petit prêt travaux de 65 000 euros, mais ça, je vous l'expliquerai pas. Je vous le dirai pas, ça reste entre nous. Hein. Donc effectivement, j'ai abattu cette cloison. Voilà, j'ai livré brut de béton, fluide en attente. Le locataire a fait 250 000 euros de travaux dans la cellule. Il m'a refait toute la façade. Enfin, c'est le plus beau truc de l'immeuble, en fait. Et moi, et tu peux peut-être pas savoir comme c'est jouissif de passer devant en te disant waouh, putain, c'est canon chez moi. C'est canon chez moi. Et en plus, j'ai rien fait. Mais alors, rien du tout, tu vois. Et ça, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles on se dit bah, t'es pas responsable des aménagements. En plus, un mec va investir énormément d'argent et l'entretenir en bon père de famille pour pouvoir être capable d'avoir son activité. Et toi, en fait, la seule chose que tu fais, c'est que contrairement à l'habitation où le mec, à chaque fois qu'il t'appelle, c'est parce qu'il y a un truc qui va pas. Là, au contraire, à chaque fois que le mec t'appelle, c'est pour te demander ah bah je veux vendre mon bail, tiens, bah ok, indemnité 50 000 euros. Ah, je veux faire une autre activité, hop, indemnité des spécialisations. Et en fait, c'est ça la vraie force. C'est-à-dire que au lieu d'être dérangé à chaque fois par des problèmes de gestion, t'es dérangé à chaque fois pour qu'on te file du pognon. Et ça, c'est quand même assez simple. Et s'il dépose en plus, tu récupères le pas de porte et tu le revends. C'est ça. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, cette notion de pas de porte, droit d'entrée, ça va être quand on a une notion en immobilier commercial qui s'appelle le droit au renouvellement. Le droit au renouvellement, c'est que contrairement à l'habitation, on ne peut pas arrêter un bail. C'est-à-dire que le locataire, forcément, a le droit, tu es obligé en tant que propriétaire de le renouveler son bail, sauf s'il n'a pas respecté le contrat. Mais voilà, après, c'est clause résolutoire et tout le bazar. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce locataire-là, si tu parviens à récupérer cette propriété commerciale, parfois tu vas même récupérer des indemnités. J'en ai parlé, j'ai un ami, on était à Angers, ça m'a fait beaucoup rire, sur un local de restauration que j'ai failli fuiter et que je ne dirai pas. Bah, il a changé 4 fois de locataire en l'espace de 5 ans, il a récupéré entre 35 et 50 000 euros de droits d'entrée à chaque nouveau locataire sur un truc qu'il avait acheté 380 000 euros. Alors oui, au départ, tu as l'impression que ton opération elle est qu'à 6 ou 6,5% de rendement, mais finalement, avec simplement les droits d'entrée, je te parle même pas des loyers qu'il a perçus sur la période et les augmentations de loyers qu'il a pu faire entre chaque locataire, et ben il a presque remboursé 50% de la valeur de son local. Incroyable. Juste petite question, et parce que je pense que tout le monde doit se la poser aussi. Brut de béton, fluide en attente, c'est quoi ça? C'est l'aménagement intérieur, c'est ça? Brut de béton, fluide en attente, ça veut dire une cellule brute. C'est-à-dire, en fait, tu as juste les parpaings, tu as juste ta dalle, et puis tu as les fluides en attente, donc l'eau, l'électricité qui sont au point. Et ensuite, c'est ton locataire qui va faire ses aménagements. Pourquoi le locataire? Ça sert à rien de faire des aménagements en immobilier commercial, parce que si c'est un coiffeur, si c'est une supérette ou si c'est un garage, les aménagements ne vont pas du tout être les mêmes. Et la première chose que va faire le commerçant, c'est de casser tout ce que tu as pu faire. Alors super, ça aura pu aider pour la visite, mais c'est pas pour autant que tu gagneras de l'argent. Pour que les gens puissent le savoir, du coup, en termes d'aménagement intérieur, en tant que propriétaire, tu es responsable de rien du tout? Tu es responsable de ce que tu fais. Donc, moins t'en as. Mais je veux dire, tu as une cellule brute de béton, si le locataire il dit ah bah ouais, mais c'est bien, du coup, tiens, je vais donner mon cas personnel, et puis je m'en fous, on n'est pas obligé de te savoir, donc je l'assume. On a rentré dans un local provincial que j'ai, et du coup, je me sens un peu con par rapport à ce que tu dis parce que je ne le savais pas. La locataire, alors, on est en campagne, donc du coup, c'est peut-être plus facile aussi dans ce sens. Enfin, on est aussi obligé d'accepter des conditions qui sont probablement différentes que celles qu'on peut trouver dans certaines villes. Parce que du coup, moi, pour le coup, là où j'ai une expérience un peu moins bonne avec l'immobilier commercial, c'est qu'en campagne, ça peut être difficile à louer. Et du coup, pour la rentrée de la locataire, on avait convenu au départ que nous, on allait réaliser quelques travaux. Ce qu'on a fait puisqu'on s'était engagé. Mais de fait, on aurait eu le droit de refuser tous les aménagements intérieurs. En soi, tu n'es pas responsable de ces aménagements. Ce qui se passe, c'est que, pour revenir sur ce que tu as dit, il y a 2 stratégies. Ce que je vais appeler la stratégie verte et ce que je vais appeler la stratégie rouge. Quand tu vas être sur une stratégie verte, c'est que tu vas aller chercher des valeurs de fonds de commerce très élevées. C'est-à-dire que ce que tu veux, c'est qu'il y ait une très forte demande locative. Donc en gros, à la seconde où tu mets un truc en ligne, déjà il n'arrive jamais en ligne, et si tu récupères la propriété commerciale, comme on l'a expliqué tout à l'heure, tu es très content. Mais sinon, effectivement, il y a toujours des changements de locataires, mais quand ça arrive, 10, 15 ans, voire plus d'habitude, même plus. Mais en tout cas, pourquoi ? Parce que tu as cette très grosse valeur de fonds. Donc tu l'as compris, dans la stratégie, c'est plutôt d'aller acheter dans des grandes agglomérations, sur des secteurs, du prime, du numéro 1, etc. Alors qu'effectivement, à l'opposition, tu vas avoir une stratégie rouge. La stratégie rouge, ça va être une personne qui va plutôt aller chercher du rendement. Donc là, par exemple, on a un membre IMO commercial. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va dans l'Oise, toutes les opérations qu'il fait, il est sur une ville de 20 000 habitants à peu près, il fait des opérations entre 12 et 19% de rendement.
Mais par contre, En effectivement, pro, c'est beaucoup. Hein. mais Non, pas sur c'est ce pas- type de ville. D'accord. Non, pas sur ce type de ville. Tu es au moins sur une dizaine de pourcents assez facilement sur ce type de projet. Et effectivement, sur ces opérations-là, par contre, il peut peut-être potentiellement, vu qu'il y a moins de demandes locatives, exposé à de la vacance commerciale. La vacance commerciale, c'est le fait d'avoir une cellule vide, de passer un petit peu plus de temps à retrouver un nouveau locataire ou de prendre en charge quelques aménagements, comme tu l'as décrit tout à l'heure. Ça peut être le cas. Je peux te donner un autre exemple à La Défense, une très grande salle de sport qui est en train d'ouvrir en ce moment à La Défense. Ils ont 1 an de gratuité de loyer, ce qu'on va appeler de la franchise de loyer. En fait. Donc c'est toujours un rapport de force entre offre et demande. Plus tu vas avoir quelque chose où tu as de la demande de potentiels locataires, moins tu vas négocier parce que de toute façon c'est pas lui, ce sera l'autre derrière. Par contre, moins tu as de demande, plus effectivement tu vas être enclin ou il va falloir que tu négocies ton Et actif. par rapport à ton expérience, les personnes que tu connais aujourd'hui, les personnes qui ont la plus grosse réussite financière, c'est stratégie verte ou rouge? C'est plutôt vert. C'est plutôt vert, ou sinon il commence par du rouge, un peu comme le rouge, c'est un peu l'immobilier d'habitation. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est l'essence dans le moteur. on va chercher du rendement, on va chercher du cash flow, on va chercher des éléments pour justifier le fait de se développer. Et puis petit à petit, on va aller s'orienter sur du secure, sur du prime, sur des choses en réalité qui vont davantage prendre de la valeur avec le temps que effectivement à l'instant T et surtout où tu n'auras vraiment aucune gestion. Faut pas oublier qu'en immobilier commercial, tu as une financiarisation de l'immobilier, c'est-à-dire que le principe, c'est qu'on va avoir un bien immobilier qu'on va louer, créer de la valeur dedans, de sorte à ce que ça devienne un actif financier. On prend les SCPI ou ce genre de choses. La plupart du temps, c'est de l'immobilier d'entreprise. Pourquoi ils utilisent ce type de support? C'est exclusivement parce qu'il n'y a aucune gestion, parce que ça prend parce que c'est pérenne dans le temps. Et sur l'ensemble des projets, tu vois, j'ai perdu ma question. C'est relou pour le montage, ça. C'est pas grave, je le laisserai. Rien à foutre. Prends une chouquette. Prends la chouquette. pour toi, celle-là. Quelle rentabilité on peut espérer sur un secteur très 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 demandé? Alors, je vais te prendre un secteur parisien. Là, je fais 2 opérations en ce moment, une à la Garenne-Colombe et à Clichy. J'ai eu le financement la semaine dernière. Tu vois, alors, c'est les 2 acquisitions, c'est 585 000 euros, frais de notaire inclus. Okay. Donc, il y en a une qui est à peu près à 200 plus les frais de notaire et l'autre un peu plus de 300. Là, je suis sur un 8%. 8% net, déduit, je paye pas la taxe foncière, c'est les locataires qui la payent, les charges, c'est les locataires qui la payent. Donc voilà, j'ai pas à peu près du 8. Après, si tu rentres dans Paris, tu peux plutôt tabler sur du 6. Et si tu vas sur des secteurs très prime, tu vas taper du 5 ou du 4. Voilà, ou sinon, tu peux descendre jusqu'à 1 ou 2. Mais c'est beaucoup plus. Du 1 ou 2, c'est quoi, les Champs-Élysées? Les Champs-Élysées, il y a pas grand-chose à acheter, mais rue de Rennes, j'ai vu passer des trucs à 1,5 sur des secteurs. En fait, ça devient cohérent sur une diversification de portefeuille, mais un très très gros portefeuille. Pas forcément, parce que en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'en immobilier commercial, la plupart du temps, ta création de valeur, tu ne vas pas la faire sur une négociation du prix. Tu vas la faire, je vais vous redonner un autre exemple, sur une opération où là, je vais gagner près de 500 000 euros. En fait, tu vas la faire par soit une anomalie juridique que tu vas faire, soit par une recommercialisation parce que tu as un locataire qui est parti, où tu mets un nouveau loyer, soit sur une division. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Je vais vous donner par exemple une opération que j'ai fait à côté de la gare du Nord. Ce qui est drôle, c'est que c'est un agent immobilier de chez Plaza qui m'apporte l'opération. Donc il me dit, voilà Aymeric, moi je fais une opération de marchand sur l'appartement juste au-dessus, j'achète l'appartement, je le rénove, je vais prendre à peu près 60 000 euros de plus-value. C'est moi qui lui ai fait les travaux avec ma boîte de bâtiment, donc je sais que c'est ce qu'il a pris à peu près. Et il me dit, si tu veux, en dessous, j'ai un local commercial. Par contre, je te dis tout de suite, je suis incapable de l'estimer, j'y connais rien. Tu vois. Comme 80% des agences immobilières, ils ne savent pas ce qu'ils vendent à partir du moment où ils achètent ils ont des mandats en immobilier commercial. Donc il me dit, tu penses que ça coûte combien? La boulette. Rien. En immobilier commercial, il y a 2 choses qui permettent de définir le prix. C'est effectivement le loyer, si c'est occupé, et le taux de capitalisation. Taux de capitalisation, ça va être le taux de rendement moyen sur un secteur, si tu veux. C'est un peu, je sais pas, un appartement, ça vaut un peu sur cette rue, c'est 6% de rendement net quand on achète un actif. Là, c'est la même chose. Donc, le taux de capitalisation, je dis, écoute, ça vaut 5,5%.
Et le loyer, tu le connais, c'est 2002 ou 2300 euros. Donc je lui dis, je pense que ça vaut, je crois que c'était 450 ou 500 à peu près au global, avec le prêt travaux, comme je disais tout à l'heure, où j'avais pas de travaux, parce que c'était un locataire qui était déjà en place depuis 1997. Et effectivement, j'achète ce local-là. Il me dit, voilà. Depuis 1997, donc le loyer qui était là. J'en viens. J'y arrive. Je vois déjà les réflexes d'investisseurs. Donc effectivement, mais tu vois, tu vas bientôt faire de l'immobilier commercial. Donc effectivement, 2300 euros, 5,5%. Il me dit, voilà, j'ai demandé à la propriétaire, tout est bon, c'est OK. Le prix est validé. Donc moi, je dis, une petite sueur. Top. Je dis, c'est bien. Et attends, tu vas voir la meilleure. Donc on achète le truc. Donc en plus, c'est un grand groupe national. T'es propriétaire là? Dans l'intérim, bien sûr, depuis 3 ans. Et donc j'achète le truc. Et en fait, je fais pas gaffe parce que j'étais dans d'autres opérations, je laisse tourner. Et là, je fais les bilans il y a 3 semaines. Et puis je dis, c'est bizarre parce qu'il y a eu une indexation, c'est-à-dire que sur 3 ans, c'était triennal, c'est-à-dire que contrairement à l'habitation, les indexations en habitation, vous avez l'IRL, nous on a l'ILC, l'indice des loyers commerciaux. Quand votre IRL il augmente de 3%, nous c'est 6%, donc c'est un petit avantage, sachant qu'on n'a pas de hausse de charge en face. Et donc effectivement, on achète ça. Enfin, je regarde et je dis, mais attends, le gestionnaire, il s'est gouré là. Il a fait l'actualisation de loyer, mais le montant de TVA, parce que le loyer est soumis à TVA, je dis, c'est le même montant de TVA. Et là, je commence à reprendre le document, je me mets le nez dedans, et je dis, mais attends, le gestionnaire, il a fait n'importe quoi. Je viens de me rendre compte que déjà, le bail, il n'a jamais été renouvelé depuis 1997. Donc, ça veut dire qu'on peut le déplafonner, on peut lui augmenter son loyer par rapport à la valeur locative. Et en plus de ça, il n'y a jamais eu les indexations qui ont été faites depuis 1997. Donc, quand l'indice, à l'époque, c'était l'ICC, pas l'ILC, il était à 1048. Ouais. Là, aujourd'hui, il est à 2040. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur ce loyer, on peut le multiplier par 2. C'est-à-dire, hop, tout de suite, on peut le multiplier par 2. Et en plus de ça, sachant que les loyers sont... la valeur d'un actif est proportionnelle au montant du loyer par rapport au taux de capitalisation, quand tu augmentes 2 fois le loyer, la valeur de l'actif est doublée. Donc, d'une, je vais avoir un loyer multiplié par 2. Et de 2, en plus, l'actif vaut 2 fois sa valeur. Donc, toi, tu étais conscient de base que le loyer était complètement sous-estimé, de Moi, toute manière. Moi, je le savais, bien sûr. Mais je ne m'attendais pas à x2. Je m'attendais à 35-40%, mais pas x2. Et donc, attends, je finis juste. C'est simplement qu'en fait, par méconnaissance de ce secteur d'activité, l'agent immobilier, lui, a acheté l'opération où il a fait 60 000 euros de plus-value. Et il est hyper content. Et il est hyper content de cette opération. Il est très content, il est sorti. Ça lui a pris quand même plusieurs mois pour le faire, mais en tout cas, il est sorti. Et à côté de ça, il me fait faire 500 000 euros. Donc, je fais presque 10 fois plus de performance. Sans rien faire. Sans rien faire. Un peu d'administratif. Un peu d'administratif. Non, mais du savoir, mais du coup, un peu d'administratif. Je veux dire, quand je dis sans rien faire, c'est que lui, il a dû faire des travaux, de ce que tu me disais. Bon, il est passé par toi, donc ça s'est très bien passé. Mais non, mais sur le principe, les travaux, on sait que ça peut toujours être un petit peu des galères, etc. Là, tu as juste pris le document, tu as fait OK, x2, ça vous va. Et du coup, tu l'as imposé? Comment ça s'est passé? Là, c'est en cours. C'est qu'en fait, le petit sujet technique qu'il y a dans ce dossier, c'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gestionnaire a fait une mauvaise actualisation. Donc, en fait, on a pris un avocat juste pour s'assurer que le locataire peut pas nous dire non, du fait que vous avez fait une mauvaise actualisation, vous n'avez pas le droit de l'actualiser. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, on veut savoir exactement ce qui va se passer, parce que là, ça paraît un peu beau, résumé comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Le locataire, pour être un peu technique, une fois qu'il a fini son bail, il est dans une période qu'on appelle une période de tacite reconduction. Ça veut dire qu'en fait, il peut partir, il donne un congé, au bout de 6 mois, il est parti. Donc en fait, on est en réalité, on sait qu'on peut le multiplier par 2 son loyer, mais vu que c'est un très bon locataire, c'est une très belle activité, c'est une belle enseigne, on voudrait garder cette enseigne-là. Donc on veut connaître entièrement nos droits. Qu'est-ce que juridiquement on a le droit de faire, et ensuite certainement rentrer en négociation avec lui pour le conserver. Une augmentation progressive qui va se faire dans les... Pas forcément d'augmentation progressive, mais peut-être qu'on partira sur un renouvellement en lui demandant un engagement ferme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir avant peut-être 6 ans, peut-être 9 ans, peut-être 10 ans, on va voir, en échange effectivement d'un loyer un petit peu plus bas. En quelque sorte, on assoit la pérennité de l'actif en engageant le locataire, mais par contre, à côté de ça, on fait en sorte d'avoir quand même une valeur locative qui soit beaucoup plus élevée que celle qu'il a aujourd'hui. Justement, en immobilier comme ça, quand tu n'as pas actualisé, tu peux remonter indéfiniment? Oui. Alors qu'en immobilier classique, d'habitation,
on est limité, il me semble. Ah, je sais pas. Il me semble qu'on est limité à 6. Alors non, je vais pas dire de bêtises. Mais donc là, on n'est pas limité du tout. Tu sais que récemment, même, là c'est une jurisprudence qui est sortie il n'y a pas très longtemps, mais récemment, tu pouvais même aller chercher jusqu'à 5 ans d'arriéré de loyer. C'est-à-dire que là, par exemple, Si la ça avait personne... pas été augmenté. Exactement. Wow. Donc là, ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu dire, bah voilà, globalement, t'es à 2000, là, t'es censé être à 4000. Donc 2000 multiplié par 12, multiplié fois 5, par 5. Et ça, tu dois me le donner tout de suite. Parce Plus que... maintenant, et maintenant, Et c'est plus 4000. maintenant, le nouveau loyer, c'est 4000. Ça, avant, c'était possible de le faire. Maintenant, malheureusement, c'est plus possible. Et la sensation là, de l'échange qu'on a, bon, je le savais déjà, mais le rapport de force juridique n'a rien à voir entre propriétaire-locataire quand c'est de l'habitation et propriétaire-locataire quand c'est du pro. Non, parce que On est en fait, tu es avec des entreprises. Ouais. Donc, ça veut dire Ouais. que c'est deux entreprises qui parlent entre elles. Et t'es pas avec un. Je vous rappelle quand même qu'on est dans l'un des pays au monde où on protège le plus les particuliers. Sûr. Et où, bêtement, comme j'ai pu le faire, on s'entête à aller acheter de l'habitation en se disant allez, c'est quand même bon, le locataire. C'est moi qui le tiens, c'est moi le propriétaire, je fais un peu ce que je veux. Non, en réalité, tu as une surprotection aujourd'hui des locataires. Ils ont mis quand même en place quelque chose, voilà, la garantie visale. Ils ont quand même mis en place voilà, des systèmes juridiques pour accélérer un peu. Bah ouais, les parce que ça, procédures. c'est allé tellement loin cette protection que du coup il n'y a plus de logement C'était pour les n'importe locataires. quoi. Vous avez vu quand même pas très loin d'ici, là, à Clichy, Ouais. on avait quand même eu un propriétaire qui subissait un squat. Et le locataire, si on peut le dire, s'était blessé pour une rambarde ou était tombé. Et le propriétaire avait été condamné à payer des indemnités à ce squatter. Non, au bout d'un moment, il faut se calmer, quoi. Donc là, non. L'intérêt de l'immobilier commercial, je pense que c'est celui-ci, c'est même peut-être le plus grand intérêt, c'est que tu as en face de toi des entreprises. Et ce qui est bien, c'est que tu mets pas les gens à la rue, tu viens juste mettre un terme à leur activité d'exploitation. Et parfois, c'est presque même rendre service à un commerçant qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'arrive pas, etc. Ça s'arrête. De lui dire, tiens, tu sais quoi, là on arrête, ça sert à rien de continuer, et tu ne le mets pas à la rue. Ce qui fait que même quand tu as des procédures, bah, tu n'as pas de trêve hivernale, donc ça va plus vite aussi. Moi, avant de revenir sur ton parcours, parce que du coup on a fait une grosse digression pour le coup, Ouais, et on va y c'était revenir une parce qu'il y a très beaucoup de belle choses. idée, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est très très intéressant. La petite question que décidément je perds les questions en ce moment. L'âge, C'est l'émotion. il vieillit. Mais hein. prends une chouquette, je t'ai dit. Ouais, mais Non, ouais, c'est peut-être là ça. Non, c'est parce que je bois beaucoup d'eau d'habitude, mais là si on a de l'eau. Si, je- t'en fais pas. Je vais prendre un peu d'eau. petit chat, il faut sa bouteille d'eau. Et normalement, tu vois, ça coupe pas d'habitude. Mais c'est toi, tu dois être. T'es trop charismatique, Mike, c'est pour ça. Ah, merci. Bah, écoute, on va. Ah si, c'est ça. Voilà, c'était ça ma question. En plus, ça va te faire un peu de pub. Je voulais te poser la question, ou pas d'ailleurs, ou pas. Peut-être que ça va pas t'en faire. Avant de revenir sur ton parcours, est-ce que si on suit, parce que ça semble quand même assez technique, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que si on suit uniquement ta formation et peut-être coaching, je sais pas si tu le fais, est-ce que c'est suffisant pour se lancer dans l'immobilier commercial ou pas ? Bien sûr, oui. En fait, l'immobilier commercial, on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué. Peut-être que là, vous nous écoutez depuis une quarantaine de minutes à peu près. Peut-être que vous avez l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable, que c'est quelque chose de complexe. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que l'habitation. Pourquoi ? Parce qu'on a moins de responsabilités. À partir du moment où tu as moins de responsabilités, tu as besoin de moins d'expertise. Parce que certains domaines, comme les travaux par exemple, bah, tu n'as pas à avoir ce domaine d'expertise-là. En réalité, tu vas avoir peut-être un peu plus de juridique, parce que tu vas devoir apprendre 2-3 trucs en plus. Mais étrangement, j'ai remarqué un truc avec le cerveau, c'est que quand ça te permet de gagner de l'argent, tu apprends vite les choses. Donc là, aujourd'hui, on peut dire, parce que du coup, on va y venir dans le cadre de tes activités, tu proposes de la formation sur l'investissement spécialement sur l'immobilier commercial. Toi, aujourd'hui, tu es à même de dire que quelqu'un peut se lancer parce que c'est vrai que pour le coup, il y a des formations, nous on a pu le faire sur des sujets de coaching, etc., sur de l'habitation, mais finalement les gens se lancent assez facilement d'eux-mêmes. Autant du commercial, je pense que ça fait beaucoup plus peur. Et toi, tu as les clés, tu donnes les clés, en tout cas, les principales pour se lancer au départ et pouvoir, en maîtrisant toutes les petites choses que déjà tu es en train de nous donner là pendant une heure d'échange. Ouais, globalement, cette formation, je l'ai créée pour 2 raisons. La première raison, c'était de diversifier ce secteur d'activité. Parce que vu qu'il est dominé par des institutionnels, par des grandes structures, et tu me feras penser de répondre à ta question, pourquoi effectivement on devient riche en immobilier commercial et pourquoi ces personnes qui investissent deviennent riches. Donc garde cette question. Mais effectivement, déjà, l'idée, c'est de pouvoir rendre accessible
ce type d'activité, enfin ce secteur d'activité, parce qu'il n'est pas assez démocratisé. Donc ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'était aussi de permettre aussi à des particuliers d'avoir systématiquement une solution de financement à leur projet. C'est-à-dire que dans l'IMO commercial, en fait, j'ai vu trop de personnes dans d'autres formations qui se forment, ils sont pleins de bonne volonté, et puis au bout d'un moment, ils se disent « Ah ouais, mais j'ai pas mon financement, ah bah c'est compliqué, ah bah je sais pas comment on peut faire, etc. » Donc c'est pour ça qu'on a développé en fait 4 pôles. En fait, c'est soit tu vas chercher ton financement toi-même, c'est-à-dire que tu es en capacité, tu es bankable, tu vas pouvoir aller chercher et lever de la dette. Je ne te rappelle pas ce sujet HCSF où c'est plus simple de lever de la dette quand même sur des prêts professionnels que sur des prêts particuliers. Ça, c'est clair. Si tu n'es pas en capacité de pouvoir réaliser une opération seule, tu peux t'associer avec d'autres membres au commercial. C'est tout l'intérêt d'avoir des personnes qui ont de très gros profits chez nous. Il y en a qui ont plusieurs dizaines de millions d'euros de patrimoine, voire centaines. Donc c'est des personnes qui sont constamment objets à devoir placer leur argent pour lutter contre l'inflation. Ce n'était pas le cas auparavant, mais c'est le cas aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à trouver la bonne personne, encore une fois, pour trouver le projet, derrière, tu peux prendre juste des honoraires au passage. C'est-à-dire que tu vas être apporteur d'affaires. Et donc, moi, par exemple, là, sur les opérations de la Garenne et Courbevoie, c'est ce que je fais. Ou quatrième chose, c'est que moi, je suis associé à un gros family office et on peut réaliser ces opérations de marchand ensemble. C'est-à-dire qu'on s'associe ensemble. Moi, j'ai à peu près 40% des parts quand je fais un projet avec eux et je mets un peu d'apport parce qu'ils demandent de mettre de l'apport dans l'opération. Et donc, on va quand même réaliser cette opération. C'est ce que je t'expliquais d'ailleurs pendant le congrès à Angers. Même pendant le mastermind, tu m'en as reparlé aussi là il y a quelques semaines quand on était à Bordeaux. Je te pose la question alors parce que sinon on va l'oublier, elle est évidemment hyper intéressante. Comment est-ce qu'on vient effectivement Pourquoi ils sont tous aussi riches? Pourquoi ils sont aussi riches? En fait, c'est pas qu'ils sont aussi riches, c'est qu'ils ont une connaissance de la demande. C'est-à-dire que la plupart du temps, comme vous l'avez très judicieusement dit, c'est que on va avoir des villes moyennes ou des grandes agglomérations où globalement on va avoir 2-3 acteurs. Et là on se dit mais attends, mais comment ça se fait qu'on n'ait que 2-3 acteurs alors que quand on prend un centre-ville de la même agglomération, l'immobilier d'habitation est beaucoup moins centralisé. Il est beaucoup plus, il est dans les mains de beaucoup plus de personnes. En fait, c'est simplement la connaissance de la demande. Je reprends mon exemple d'un membre IMO commercial qui est dans l'Oise. Quand il a trouvé sa cellule, son local commercial ville, le premier qu'il a fait dans cette ville, je ne peux pas vous la donner malheureusement, mais il a commencé dans cette ville, il a posté une annonce, 32 demandes. 32 demandes de locataires. Donc les techniques sont les mêmes. 32 demandes on pourra y venir après, hein, ça, j'ai pas de tabou de ce côté-là. Mais 32 demandes sur son local. Sur ces 32, il en choisit une. Il met en place son locataire, c'était une boulangerie. Il garde les 31 autres. Il a 31 demandes. Toi, je vois déjà ton raisonnement qui va beaucoup plus vite que la moyenne. C'est tout de suite de se dire, j'ai qu'une obsession, c'est de retrouver le même local commercial pour potentiellement mettre les 31 autres locataires. Donc, quand tu as la connaissance de la demande, ton obsession, c'est de retrouver le même projet similaire. Et donc, pourquoi aller en quelque sorte chercher ailleurs? On dit que chercher partout, c'est trouver nulle part. Ça sert à rien. Vaut mieux rester sur son secteur. Tu places comme ça tes locataires et puis au fur et à mesure, tu te retrouves avec 1 tiers, 2 tiers, voire plus de certaines villes. Voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on a des grandes fortunes, on a des grandes réussites dans l'immobilier commercial. Tu n'as pas de gestion, donc tu utilises clairement la majorité de ton temps pour le développement de projets à création de valeur, c'est-à-dire trouver des locaux, trouver les financements, mettre en place tes locataires et passer à la suivante. C'est un peu à l'image d'un arbre où tu voudrais créer une forêt. Ouais, non mais hyper intéressant et on va pouvoir revenir à ton parcours avant de continuer tes sujets. J'aurais juste une dernière question. Je suis navré pour ceux qui nous écoutent et qui veulent absolument revenir au parcours, qui est peut-être un peu plus négative, mais tendance moins en ce moment. On en parle moins. Ça a fait, je dirais, l'effet un peu d'un feu de paille et ça s'est éteint assez vite. Mais j'ai quand même envie de poser la question. T'as pas peur qu'on ait du mal à un moment donné à louer ces surfaces? Là, on l'a vu un petit peu avec le Covid. Moi, j'ai des potes qui bossent à la Défense qui me disaient qu'il y avait de plus en plus de structures qui passaient en remote. Du coup, cette demande de bureau, cette demande de commerce, on voit de plus en plus des acteurs émergents sur les sujets du digital qui vont bien sûr s'orienter vers des entrepôts et qui doit être un marché, lui, par ailleurs, je suppose, en explosion. Mais en tout cas, il y a une demande peut-être qui est évolutive. Je ne sais pas si elle baisse ou elle demande. C'est quoi ton positionnement là-dessus pour la suite? C'est intéressant ta question. Alors déjà, on va reprendre ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est dans l'immobilier
d'entreprise, on a cette strate de l'immobilier commercial, ensuite cette strate de l'immobilier de bureau et cette strate de l'immobilier d'entrepôt activité. Chaque marché a ses spécificités. Là, tu nous as parlé du marché de bureau. Ce qui est bien, c'est que dans bureau et commerce, parce que commerce, j'ai le sentiment avec Amazon, ce type de plateforme. Oui, j'ai bien compris. Donc en fait, sur l'immobilier de bureau, tu as parlé de la Défense. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Défense ? Et c'était une vraie opportunité, on va dire, pour ceux qui se sont positionnés au bon moment. C'est que l'immobilier de bureau, c'est du moins mais mieux. C'est-à-dire que tout ce qui est en 1 bis 2 se vide complètement. Les opérateurs, eux, ce qu'ils veulent... Donc moyennement en placement. Parce que pour que les gens comprennent, 1 bis, si je dis pas de bêtises, c'est ta prime 1 bis 2, c'est ça ? Je vais réexpliquer, ce propos sera plus simple. Pour l'immobilier de bureau, tu prends la Défense. La Défense, c'est pas du prime. Le prime, c'est vraiment du pari, du intramuros. C'est des axes, des artères très particulières. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'il y a une mobilité de la détention de ces actifs parce que tous les fonds qui détenaient ces actifs, ce qui se sont passés, c'est qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. C'est-à-dire que c'était nouveau. Le Covid, ça a eu un impact. Attends, on n'a jamais eu de problème de locataires. Là, nos locataires, ils nous disent qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Ils vont peut-être arrêter de nous payer. Ils ont eu peur. Donc, comme beaucoup de fonds, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vendu. Donc, ils ont vendu des actifs. Donc, tu te retrouvais avec du prime qui était vendu. Là, en plus du fait qu'il y avait plus d'offres, les prix ont baissé. Les prix dans l'immobilier de bureau ont baissé. Les tours ont commencé à se vider parce qu'avec... la continuité et le développement du télétravail, le volume de tours a commencé à baisser. Tout ce qui était en périphérie a commencé à baisser. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ? Il n'y a jamais eu autant de demandes sur du secteur prime et sur du secteur haut de gamme dans le bureau, notamment dans Paris. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui avaient acheté ces actifs un peu de valeur décotée, derrière on se retrouve avec des prix à 1000, 1100 euros du mètre, même plus élevés que ça en prix mètre carré. Donc là tu parles en location là. En location, ouais. en prix de location. Sur des secteurs... Et en location annuelle. En location annuelle, exactement. Et donc à côté de ça, tous les grands ensembles qu'on avait créés en périphérie et autres, au contraire, eux, ont beaucoup de mal à retrouver de nouveaux locataires. Donc on a un marché vraiment à 2 vitesses, entre d'un côté un secteur qui est extrêmement demandé, puis avec toute la réglementation qui s'impose au bureau en ce moment, c'est encore plus compliqué de trouver des surfaces qui ont le BREEAM et le HQ, etc. Enfin, tous les labels nécessaires à pouvoir avoir une pérennité sur ces actifs-là. Et à côté de ça, on a un immobilier de bureau en second rideau qui souffre énormément. Donc ça, c'est pour avoir cette réponse sur cet immobilier de bureau. Maintenant, sur cet immobilier commercial. Donc, juste avant de venir, du coup, tu confirmes que cet immobilier de bureau, pour certains endroits, ça se passe très bien. Souvent les mêmes. Finalement, on revient à la stratégie que tu évoquais tout à l'heure, verte et rouge, verte qui a du succès. Par contre, tu confirmes qu'il y a quand même de la difficulté aujourd'hui pour certaines personnes à louer du bureau, beaucoup plus qu'avant. Il y a plus de difficultés, il y a beaucoup plus de difficultés que ce que c'était auparavant. Pour autant, c'est pas un marché qui est complètement mort. Et puis on voit déjà aussi des transformations avec des réhabilitations de structures. En habitation, par exemple ? Oui, sur de l'habitation ou même sur du commerce, simplement. Donc ça, c'est pour l'immobilier de bureau. Après, je suis pas hyper spécialisé sur ce secteur d'activité. Là, je pourrais te mettre en contact avec cette personne chez nous qui travaille, qui est dans l'immo commercial et qui est responsable de commercialisation pour des bureaux au minimum de 5000 m² sur Paris, intramuros et sur la périphérie. Donc, il pourra donner une analyse beaucoup plus précise que moi. Mais pour revenir sur la partie de commerce, en fait, aussi bien le Covid que ces nouvelles tendances de consommation, elles n'ont fait qu'accélérer quelque chose qui existait déjà. C'est-à-dire que les commerces qui étaient déjà en difficulté sont morts plus vite que prévu, en tout cas ont baissé le rideau, et tu as eu de nouvelles activités. Je sais pas, c'est vrai que Amaury, t'es très jeune, et je sais pas, je veux dire, il y a une activité que tu n'as peut-être pas connue, mais ceux qui nous écoutent la connaissent forcément, c'est Vidéo Futur et en tout cas les cinébanques. C'est avant Netflix, ça. Exactement, okay. C'est avant. Tu vois ce que c'est toi, Erwan, ou pas ? Oui. Je suis très vieux, moi. Quel âge tu as, Erwan, toi ? 35. Ah d'accord. Moi j'en ai que 32. Mais en tout cas, voilà. Tu connais donc ça, et en fait tu te rappelles, pour ceux qui nous écoutent, ils savent tous ce que c'est. C'est en fait, t'allais louer ton petit DVD, tu payais 2 €, et puis t'allais rapporter le plus vite possible pour payer le moins cher possible, parce que moins tu gardais ton DVD, moins tu le louais longtemps. J'ai un vague souvenir dans mes 10 ans d'être allé une fois dans un magasin comme ça. Voilà. Donc c'était les plus gros acteurs, c'était Vidéo Futur et Cinébanque. Et je te mets au défi aujourd'hui, au niveau national, de me retrouver ne serait-ce qu'une seule façade
avec un Vidéo Futur au Cinébanque. Parce que si tu en retrouves une, ça veut dire qu'en quelque sorte, tu n'as pas eu de transformation de cette cellule commerciale sur une activité qui était arrêtée. Là, au contraire, cette activité a simplement été remplacée par une autre activité. Et en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que ça a accéléré les choses. Je peux te prendre la restauration. Mais remplacé par quoi du coup? Parce que c'est quoi? C'est une boulangerie qui s'est installée à la place? Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend, ça peut être des activités de service, ça peut être des activités médicales. On voit qu'il y a de plus en plus d'activités médicales qui prennent du pied d'immeuble. Vraiment, c'est tout type. Là, on a l'impression que les commerces sont vides parce qu'on est encore dans une transition. Là, on voit que le prêt-à-porter souffre énormément. On a beaucoup d'enseignes qui sont en difficulté, comme Camailleux qui vient de fermer. Et en plus, le fait que ces enseignes avaient des emplacements numéro 1 étaient sur du prime. En fait, finalement, on voit que toi, ça. Oui. Et puis, mais ça reste une opportunité parce que pour toi, ça va être pris par. Mais c'est déjà le cas. Tu verras. Ouais. Tous les Camailleux, là, d'ici la fin de l'année, vous verrez que tous les Camailleux auront été remplacés par d'autres enseignes. Mais vu que tout a été fait au même moment, il y a eu une accumulation qui s'est faite. Là, par exemple, j'étais rue de Béthune à Lille. T'arrives, secteur numéro 1, tu te dis putain, mais il y a 4, 5, 6 cellules qui sont vides. Là, tu te dis mais non, mais c'est complètement mort. Le commerce, les commerces, c'est terminé. Faut mieux faire autre chose, etc. Mais non, en fait, c'est juste une transition qui est en train de s'opérer. Pour toi, ça veut donc dire qu'on est un peu comme quand le Bitcoin, il est à 15 000 balles, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité de marché qui est à saisir maintenant. Il y a une vraie opportunité de marché. Et bon, après, pour autant, les opérateurs sont pas dupes. Hein. C'est moi, en tant que propriétaire de murs commerciaux, j'ai un locataire qui se barre, c'est pas pour autant que je vais vendre. Hein. Donc, c'est simplement qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase où tous ces grands acteurs, tous ces grands opérateurs institutionnels, family office et autres, n'ont pas été habitués à avoir de la rotation dans leurs actifs ou pas autant. Donc ce qui fait qu'ils se sont délaissés de certains actifs. Il y a une mobilité du marché qui n'était pas présente auparavant. Donc ça a permis à des personnes comme moi par exemple ou d'autres personnes de saisir des opportunités qu'ils n'auraient pas pu saisir s'il n'y avait pas eu cette activité de Covid. Donc ces activités-là, tu achètes ces murs de commerce, tu mets en place tes locataires, mais pour autant on le voit, il n'y a pas de difficulté particulière. Par contre, si on le reprend comme on disait tout à l'heure, tu t'étais mis sur une stratégie rouge, tu avais été très agressif, tu avais été dans des secteurs où effectivement c'est pas du prime, où tu es plus exposé à une vacance commerciale possible, dans ce cas-là oui, tu prends les risques. Mais c'est ta propre appétence au risque qui va pouvoir définir si tu vas être exposé ou non à un mouvement de marché. Et finalement, je dirais que c'est un peu comme l'habitation, où plus tu vas aller... alors, c'est pas toujours vrai, ça se lisse quand même, mais globalement, plus tu vas aller en campagne, plus tu prends le risque d'avoir une demande qui évolue, mais quoique on se rend compte que la demande est quand même extrêmement forte, en tout cas en Bretagne, et d'avoir des profils locataires qui sont aussi moins safe, moins sécures que ce que tu peux avoir... De toute façon, mécaniquement, plus tu augmentes ta rentabilité, plus tu augmentes les risques. Exactement. Quels que soient, je pense, les secteurs. En fait, on t'a profité là et t'as bénéficié de certains qui ont paniqué parce qu'il s'est passé un truc qu'on n'avait jamais vu, jamais vécu. Et certains, je pense, ont paniqué très vite, très fort. Et ça ce qui est drôle, des opportunités. Ce qui est drôle, c'est qu'on pense toujours que ce sont les particuliers qui paniquent. Mais il faut se dire que quand un institutionnel panique fort. L'effet de levier, enfin en tout cas le volume d'offres est complètement différent. C'est démesuré. Parce que ça peut être un particulier. Un particulier, il va péter un plomb, il va te vendre 3 immeubles. Un institutionnel, il va te vendre. Moi, j'ai vu des portefeuilles passer de 100, 200, 300 boutiques. Tu vois, c'est énorme. Mais alors, du coup, quand il panique cet institutionnel, juste par curiosité, c'est qui a racheté? C'est qui avait confiance? Souvent, c'est des particuliers. Justement. Des particuliers qui ont racheté. C'est beaucoup de petits privés ou d'autres institutionnels. Mais en tout cas, les institutionnels ont tous la même approche. Et finalement, derrière, il y a des opportunités qui se créent. Je vais donner une vraie opportunité pour moi, pour ceux qui nous écoutent. C'est que, globalement, tous ces institutionnels-là, il faut se dire qu'ils ont chaque année des milliards et des milliards à investir. Et en fait, c'est toutes les opérations à moins de 400 000, 500 000 euros, en fait, ça les intéresse pas. C'est trop petit pour eux, c'est trop de lignes à gérer. Donc en fait, ça crée vraiment un boulevard pour tous ces particuliers qui, en quelque sorte, eux au début vont se positionner sur des opérations de 0 à 200, 300, 400 et finalement vont être parfois seuls. Je te parlais tout à l'heure de l'opération sur l'Oise. Le local commercial qu'il a acheté, où il a eu 32 demandes de locataires, il était en vente depuis 3 ans. C'est ouf, mais il était pas loué. Non, t'imagines, c'était vide. Quand on agit comme la masse, on a les mêmes résultats que la masse. Quand tu arrives sur des secteurs d'activité où en plus tu te niches,
Parfois, tu réalises de très belles opérations. Je peux te donner une opération, on parlait de Marseille, vous vouliez revenir un petit peu sur mon parcours. Ouais, on va y revenir. Quand j'ai acheté, alors on en était resté à Montaulieu. Ensuite, Montaulieu, j'ai fait C'était sur ton Colbert. immeuble. Alors non, ça c'est après. Donc en fait, on a fait Montaulieu, déjà tout premier achat à 30 000 euros. 78, non c'était 78 à premier à Carrière-sur-Seine. Paris, ouais. Ensuite, Montaulieu, derrière, c'est à Marseille, ce fameux appartement. Après, derrière, j'ai acheté un autre appartement divisé en deux pour faire de la location saisonnière. Bien sûr, sans aucune autorisation administrative, c'est normal. Mais tout le monde disait que c'était normal à ce moment-là, qu'il fallait faire comme ça, que de toute façon, ça risquait rien, on rénovait le parc locatif, que les mairies, pourquoi elles allaient interdire ça alors qu'on crée du travail, enfin voilà. Voilà, tu vois, en fait, quand tu as envie d'avoir des solutions, tu trouves des bonnes raisons. C'est toujours pareil. C'est toujours ça. Et en fait, après, j'ai voulu faire un petit peu plus gros. J'ai commencé par acheter un premier immeuble rue Nationale, celui dont je te disais que j'ai revendu. Les appartements, au fur et à mesure du départ des locataires, je les récupérais, je les transformais en location saisonnière. En plus, j'avais racheté ça à un marchand de sommeil. Enfin, là, c'était vraiment la confrontation avec l'habitation, l'habitation dure. Tu vois, c'est des locataires en vraie difficulté. Je me rappelle d'une mère de famille qui a dû aller pleurer jusqu'à Aix-en-Provence parce ça faisait 2 mois qu'elle n'avait pas d'eau chaude pour ses enfants. Enfin, vraiment, je suis désolé du terme, mais un gros connard, c'était son propriétaire. Ouais. Et c'est ce type de personnes qui sabordent l'image de l'ensemble des investisseurs en France aujourd'hui. Et donc, je rachète ça, hop, je rénove les appartements, location saisonnière. Je réussis à replacer avec des assistantes sociales des profils qui étaient en difficulté dans des HLM. Et donc, je fais ces appartements, après un autre immeuble, après encore un autre immeuble. Et puis, au deuxième immeuble que j'achète, il y avait un local commercial au rez-de-chaussée, en fait. Et c'est comme ça que tu as découvert ? C'est comme ça que je me suis dit, en fait, ça fait quand même 7 ans que tu travailles dans l'immobilier commercial, mais tu n'en as jamais fait toi-même. Alors que tu sais très bien que tous ces propriétaires, ils n'ont pas l'air d'être en galère. Ouais. Et donc là, je vois le locataire, avec mes connaissances, j'ai réussi à doubler son loyer, doubler ou tripler, je ne sais plus, son loyer, en l'espace de 2 rendez-vous. Parce qu'il était déplafonnable, donc son loyer n'avait pas été renouvelé depuis des années. Ouais. Et donc en 2 rendez-vous, à l'amiable, je double ou je triple le loyer. Et là, je me dis, attends. Je me dis, là, juste le rez-de-chaussée, je réussis à doubler son loyer, donc il me rembourse 50% de ma mensualité totale sur l'immeuble. Je me souviens, j'étais à 2400 ou 2500 euros. Tu sais, c'est quand on empruntait 1,2, 1,3 sur 20 ans. Tu vois, c'était une autre période. Tu faisais même pas de dossier, on te donnait de l'argent. Vraiment, c'était des délégations. Enfin, franchement, non, celui-ci, j'ai galéré. J'ai eu quand même 14 refus, mais en tout cas, j'ai réussi à l'obtenir. Et donc, je double le loyer. Et là, je me dis, attends, t'as plus que 50 000 balles de prêt-travaux parce que quand t'as 14 refus, tu prends ce qu'on te donne, oui, clairement. Tous ceux qui te diront pareil, ouais, mais si t'as pas le prêt-travaux, faut pas y aller, franchement. Si t'as pas différé, il faut dire non. Pas différé, si t'as pas. Non, écoute, quand ça fait 1 an et demi que tu tiens le propriétaire à décaler la promesse, ok, et qu'en plus tu te retrouves au bout du chemin avec une seule banque qui te dit oui, et avec un prêt-travaux de 50 000 balles, alors que t'as 10 apparts à rénover entièrement parce que c'était complètement pourri, en fait, t'y vas quand même. Et c'est là que je me suis dit, attends, 2 rendez-vous, x2 sur le loyer, derrière 2 ans de galère pour rénover des appartements où j'ai pas le budget travaux et c'est une tannée, je dis non, là j'arrête l'immobilier d'habitation. En tout cas, avant d'arrêter, je pars dans une période de diversification où je me dis je vais peut-être faire autre chose que l'habitation. Et donc je commence à acheter et je me dis... T'avais combien d'appartements ? Parce que les gens aiment bien savoir... Je pense j'en avais une trentaine. Au maximum, t'es monté à 30 ? Ah non, je suis monté à quasiment une cinquantaine. 50 appartements. Ouais, à peu près une cinquantaine. Donc 49 à Marseille ? Ouais, je pourrais pas te dire aussi. Non, parce que j'en avais acheté 4 en région parisienne également. D'accord. Où je faisais de la location. Où je fais toujours d'ailleurs de la location saisonnière. Jusqu'à ce qu'on me dise qu'il faut arrêter. Et donc, et donc effectivement, là je me dis, attends. J'avais entendu parler de marchands, je me disais aussi, le marchand ça a l'air cool, je pense que... Mais j'avais cette difficulté, tu vois, j'avais tellement galéré à avoir mes financements, j'achetais toujours, je pense que tous les investisseurs qui nous écoutent, on achète toujours ce qu'on n'est pas dans les moyens d'acheter, on passe notre vie à acheter quelque chose qu'on n'a pas les moyens d'acheter. Et donc j'achète, je trouve une opération que je pique à un petit influenceur en plus qui était... aux Maldives ou je sais pas où, l'île Maurice tout le temps. Je voyais tout le temps sur les réseaux celui-là. Et c'est là que tu dis, ouais, le terrain, c'est important quand même. C'est bien d'être présent parce que c'est peut-être comme ça qu'on arrive à choper des bonnes opportunités. Et donc, j'achète ce bien-là. C'était 2 appartements et un commerce où en fait, les 2 appartements plus le commerce, j'achète ça 188 000 euros
acte en main. Je revends tout de suite en cascade les 2 appartements. Donc frais de notaire inclus. Frais de notaire inclus. Je revends tout de suite les 2 appartements et à 15 000 € près, ça me paye le local commercial au rez-de-chaussée. Donc là, on est sur une bonne rentabilité du coup. Et le local commercial au rez-de-chaussée, je mets en place un locataire et je le loue 1 200 € par mois. Donc en fait, je le loue quasiment avec l'opération de marchand, donc tu peux pas dire... Je suis à 100%. Alors, je suis à 100%. Voilà. Ouais. Non, je suis à 100% de rendement à peu près sur cette opération, avec le phénomène d'indexation qui continue à courir sur ce locataire, qui a investi 70 ou 80 000 balles, c'est sur le cours Lyoto. Quand tu fais ça avec une société de marchand et tu te revends à une foncière? Même pas. Ok. Là, ce que je fais, c'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est que souvent, on a l'idée de penser qu'il faut toujours faire du marchand dans des sociétés de marchands, mais là en réalité on n'est pas sur une société de marchands, on est plutôt sur un arbitrage. C'est-à-dire que j'achète un bloc, je revends les appartements, je revends les appartements parce que ça rentre pas dans ma stratégie d'acquisition et je conserve que le commerce. Et quelle est la différence de fiscalité aujourd'hui entre une société de marchands et une société civile immobilière à l'IS? C'est juste la TVA en fait, c'est tout. Droit d'enregistrement? Ouais, non, mais le Frais de droit notaire? Frais de notaire à ton acquisition? Ouais, à mais ton non. acquisition? Parce que si tu achètes En société de marchand, t'es à 2,5-3%, j'ai bien compris. Mais en réalité, ça, c'est ton engagement de revente. Ton engagement de revente, tu peux le reprendre sur une SCI à l'IS. Tu peux le faire sur une SCI à l'IS. Ok, bah tu m'apprends quelque chose. En fait, Je crois que tu peux. Alors, en fait, sur une SCI, tu peux arbitrer ton patrimoine. Et donc, si tu as 100 lots en vente de 10 dans l'année, ça s'entend. Par contre, la société civile immobilière, elle est à vocation de détention de patrimoine et pas à vocation d'activité. Bien sûr. Et là, cette structure-là, elle détenait déjà une vingtaine d'appartements, tu vois. Et j'avais encore jamais revendu en plus. Donc, il n'y avait pas cette récurrence dans la vente. Donc, et petit tips, peut-être que vous utilisez vous aussi, mais moi aujourd'hui, tous les biens que j'achète, c'est engagement de revendre. Ok. Tous les biens que j'achète, il n'y en a pas un où je ne prends pas un engagement de revendre. Pourquoi? Parce que quand tu prends un engagement de revendre, tu bénéficies des frais de notaire à 2,5%. La petite astuce, c'est que tu ne le dis pas au moment de la promesse, tu le dis au moment de l'acte définitif, si c'est accepté par la banque, parce qu'après la banque a le droit de te dire oui ou non. Et si tu prends cet engagement de revente, si tu ne le fais pas au bout de 5 ans, je crois que tu as juste 1% d'intérêt. 1% d'intérêt sur les frais de notaire que tu n'as pas payé en fait. En fait, tu fais une facilité de trésorerie. C'est ça. Et 1% d'intérêt encore. C'est 5 ans? Ouais. Ok. C'est 5 ans. Ouais. Donc ça veut dire que 1%. Je crois que c'était 4. En gros, tu as gardé ta trésor à 1% par an, mais alors que tu empruntes à. Enfin là, le dernier que j'ai fait, 3,93 sur 15 ans ou 5% sur 15 ans. Donc moi, en tout cas, tout ce que j'achète aujourd'hui, systématiquement, je prends un engagement de revente. Et le notaire, il l'entend. Parce qu'il ne doit pas être habitué que ça soit fait par une SCI? Non, ça pose pas de problème. Okay. Non, ça pose pas de problème. La plupart du temps, c'est juste que tu te fais un peu défoncer sur les IRA, les indemnités de remboursement anticipé. Là, par exemple, je sais que j'ai pas vérifié sur un des prêts, je suis à 8%. 8% sur un c'est légal ça. Oui, en fait, c'est légal quand c'est du prêt professionnel, t'es pas capé. T'es pas capé. Alors que sinon, c'est 6 mois d'intérêt maximum et 2 ou 3%. Exactement. T'as un plafond. Donc, moi, je prends toujours un engagement de revente sur tous les actifs. Comme ça, je récupère de la trésor et puis ça me permet. Puis après, tu régularises au bout de 4 ans et demi. Okay. Tu payes ta petite pénalité et puis c'est tout quoi. Voilà. Donc tout ça pour revenir sur mon projet. Donc je mets en place mon locataire. Voilà, je mets en place mon locataire. Donc là, je me dis waouh. En fait, 1 200 €, putain, puis là, tu vas rien foutre. 6 mois pour faire le truc. J'ai même pas de prêt, à 15 000 balles prêt, je l'avais payé. En plus, j'avais acheté cash celui-ci parce que je voulais revendre tout de suite. Et là, je me dis, bon, non, en fait, il faut vraiment que tu pousses parce que tu as des compétences, parce que finalement, tu es en train de te baser sur un marché alors que les autres le toucheraient même pas avec un bâton et je commence à comprendre pourquoi. C'était quand? C'était il y a. Je suis incapable de te dire, c'était il y a 4 ans. Ok, non, mais c'est pour voir à peu près. 28 ans, je pense que j'avais 28 ans. Ouais. Le temps que ça t'as faisait mis. 5 ans, 4 ans, 5 ans. Donc le temps que tu as mis pour commencer véritablement l'immobilier. Donc tu as véritablement commencé l'immobilier commercial professionnellement 2019, ouais, c'est ça, 2019. Okay. 2019. Et là, je me dis, bon, concrètement, l'immobilier commercial, va falloir que j'y aille fort. Et je remonte cette fois-ci sur Paris. Parce qu'en fait, j'avais quitté Paris. T'habitais à Marseille? J'habitais pas à Marseille, j'habitais à Paris. Je me tapais les allers-retours toutes les semaines. Et c'est là que je me dis, il faut quand même que tu pousses ça. Et pourquoi tu es parti à Marseille? Pour la simple et bonne raison que tu trouvais pas les rendements à Paris. Et donc là, je me dis, ben si, en fait, les rendements, je les ai à Paris. C'est juste que j'étais pas capable de les voir. Et souvent, c'est ça. C'est que on parle toujours de ces formations. On dit, c'est cher, une formation. Ok, mais quand tu fais une formation ou que tu apprends, tu as une compétence qui te permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir, alors, passer devant. Tu as ça, évidemment, qui est éminemment important. Et j'irai plus loin. Et là, c'est pour te faire un peu de pub au passage. Et ça, je le sais par expérience. C'est que ça, je savais pas que tu faisais ça. Tu ouvres ton réseau aussi, du coup, personnel.
Et là, oui, en effet, ça a plus de valeur. Mais si tu savais le nombre de formations que j'achète, depuis le début de l'année, j'ai dû en acheter 4. Mais tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'ouvre pas son réseau systématiquement. Ah, d'ouvrir son... Parce que toi, tu ouvres ton réseau personnel. C'est-à-dire que, de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu veux faire une opération, c'est entre membres immo-commercial, donc tu les mets en relation. Bien sûr. Et tu disais que tu avais des mecs dans cette formation qui pesaient plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros. Et un contact d'une personne comme ça, des fois, ça te déclenche un projet que tu fais à 5 millions. Les 1500 ou je sais pas combien de fois, ils sont amortis 100 fois. Là tu vois, à l'heure où je te parle, on est en train de travailler un projet sur Nice avec un membre. On est sur 1,4 million, on prend 600 000 de marge en 6 mois. Tu vois, sur un projet comme ça. Mais en quelque sorte, c'est toi qui dois pousser cette curiosité. C'est-à-dire que souvent, quand on rentre dans une formation, on s'attend un peu à ce que tout tombe tout cru, mais c'est à toi d'aller vers les gens, d'avoir une expertise, de vendre quelque chose. Moi, je pense que dans tout business, en réalité, tu as d'un côté le réseau et d'un côté le modèle économique. Et en fait, il faut le voir un peu comme 2 couvertures. Quand tu veux bien te faire voir, en fait, tu vas lâcher ta couverture du réseau, c'est l'autre qui va le tirer. Et puis, au contraire, ta marge que tu pourrais réaliser sur ton business, elle diminue. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est juste trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que tu les vois, toutes ces personnes qui viennent t'approcher et qui te vendent monts et merveilles en te disant, tu verras, non, mais sur la prochaine opération, tu verras, tu gagneras de l'argent. Ou sur la 3e opération, tu verras, tu gagneras de l'argent. Et ça, on en a beaucoup des personnes comme ça qui le font. Alors qu'en réalité, si tu arrives à maintenir cet équilibre, on est tous quand on est chef d'entreprise ou quand on est investisseur, on ne doit pas être non plus laisser l'ensemble de ses intérêts passer, mais c'est pas pour autant que tu dois pas préserver ton réseau. Tu vois, le réseau, c'est ce qui va te permettre d'avoir de la récurrence dans tes projets. Complètement. On te laisse continuer sur du coup ce début d'histoire. Ouais, ce début d'histoire. Donc en 2019. Après, je remonte à Paris. Là, je me fais en 2020. Cette fois-ci, je me fais virer, comme je vous l'ai expliqué, pour faute grave. Donc, je quitte mon côté bankable qui m'embêtait. C'est-à-dire que, tu vois, ce que je vous disais au tout début de cette interview, de ce podcast, pardon, c'est que j'ai été poussé vers la sortie pour arrêter d'être salarié. C'est-à-dire que c'est pas moi, avec mon bâton de pèlerin, qui me dit allez, je suis du haut de la montagne dorénavant, je serai responsable de mon business. Non, en fait, moi j'étais bien dans ma petite activité. Je posais mes congés, j'avais signé chez le notaire. En plus, là, l'immobilier commercial, ça me permettait vraiment de conjuguer mon métier d'investisseur et mon activité professionnelle, où en plus je faisais de l'immobilier. Et en plus, ça commençait à être intéressant parce que j'avais une activité de développeur. Donc j'étais en contact encore plus avec de l'immobilier commercial chaque jour. Et malheureusement, on m'a poussé vers la sortie. Là, boum, Covid. Et là, grosse introspective, parce que quand tu te fais virer, c'est quand même... tu te poses quand même quelques questions. En termes d'ego, principalement. En termes d'ego, tu dis, il y a quand même quelque chose que j'ai peut-être mal fait. Là, j'ai compris ensuite pourquoi c'était une histoire de plan qui était redistribué si je partais. Enfin bref, c'était un peu complexe, je ne veux pas m'étaler sur le sujet. Et là, je me dis, aujourd'hui, tu n'es plus bankable, donc qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais pour continuer à lever de la dette alors que concrètement, financièrement, c'est bien, tu as fait des projets, j'étais à peu près 4 millions, 4 ou 5 millions d'euros d'encours à peu près. Et je me dis, comment je vais faire pour continuer à faire du projet ? Tu pouvais en vivre, tu pouvais largement en vivre. Tu disais que ça représentait... Ouais, je pouvais en vivre. Ça représentait, à l'époque, c'était 15, 20 000 euros par mois à peu près. En cash flow ou en loyer ? Ouais, en cash flow. Ouais, donc t'en vivais... Donc je pouvais en vivre. Et puis j'avais de la location, comme je dis, la location saisonnière en plus, c'était mon socle, quoi, comme je vous expliquais au début. Ouais. Et là, je me dis, il faut que je m'associe avec les bonnes personnes. Il faut que ce réseau, en réalité, je sorte de ce réseau que je connaissais, et il faut cette fois-ci que j'aille vendre mon expertise. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré de belles familles, j'ai rencontré de beaux family office avec lesquels je me suis associé. C'est facile à faire, ça ? Non. Ouais. Rien n'est facile à faire. Ah, mais ça, c'est particulièrement complexe. Ça, c'est complexe, mais je pense qu'en immobilier commercial, c'est peut-être plus simple du fait que tu sois sur une activité financiarisée. Tu vois ? Du fait que, effectivement, tu es quand même... Puis après, il y a pas de secret, c'est du réseau. Si t'as pas envie d'aller une soirée, t'y vas quand même. Il y a des trucs, tu vois, on parlait de Veneta tout à l'heure. Veneta, une fois, elle m'a invité à une soirée qu'elle avait organisée. C'était un formidable moment. J'ai rencontré des personnes avec qui aujourd'hui je travaille au quotidien, en fait. Mais j'étais un peu fatigué, je voulais pas y aller, etc. Je me suis bousculé, j'y suis allé, je me suis placé, j'ai vendu mon expertise. Et puis derrière, après, les gens pensent à toi. Et il y a que ça qui fait que tu vas y arriver derrière. Donc bref, je m'associe avec les bonnes personnes.
j'ai un feeling qui passe bien avec une personne, avec une famille, et puis là j'enchaîne les opérations, mais cette fois-ci sur des montants plus importants, dont celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. J'en ai réalisé là sur les 4, j'en réalise à peu près entre 1 et 2 millions par an à peu près, à partir de ce moment-là. C'est quoi le plus gros projet que tu as fait aujourd'hui ? Le plus gros projet, c'est un immeuble que j'avais acheté à Marseille, enfin que j'ai toujours acheté d'ailleurs, avec une de ces familles-là. 600 mètres carrés, 2 locaux commerciaux au rez-de-chaussée, 9 appartements qu'on met en location d'ailleurs à la fin de l'année. Et là, c'était plus, vous allez me dire, mais pourquoi de l'habitation ? Tu continues à faire de l'habitation ? C'était ma question. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma stratégie, j'ai créé une boîte de bâtiment que tu connais. Oui. Et dans la stratégie, en fait, je me rendais compte que le plus gros problème que j'avais dans cette boîte de bâtiment, c'était la gestion des clients. Non pas des clients professionnels, mais des clients particuliers. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'affect quand tu fais les travaux. Il y a toujours des... Voilà, le discours de Veneta juste avant toi. Voilà, je ne suis pas étonné, je ne l'ai même pas écouté. Mais il y a beaucoup d'affect, il y a beaucoup... d'émotionnel. Et d'ailleurs, Veneta me fait en ce moment même notre projet de résidence principale qui est assez... Par amitié, voilà, je suppose qu'elle avait l'air de dire qu'elle travaille... Quoique, c'est semi-pro ton projet en plus. Ouais, on a 420 mètres carrés, on fait une partie maison d'hôte et plus notre résidence principale. Et tout ça pour dire qu'effectivement, beaucoup de difficultés. Donc moi, qu'est-ce que je me dis ? En fait, ce serait bien que tu sois ton propre client. Mais comment être ton propre client, sachant que toi-même, tu peux pas faire tes chantiers, parce que au bout d'un moment, là, les banques veulent plus te prêter. Associe-toi avec une famille ou un family office. Et ce qui va te permettre de récupérer le volume des travaux sur la boîte de bâtiment. Et c'est pour ça que j'ai réalisé cette première opération. Mais vous les gardez quand même, vous voulez pas les revendre les apparts. Peut-être qu'on les arbitrera plus tard, mais aujourd'hui sur 600 mètres carrés, là on a terminé, c'est sur un bien qui va valoir à peu près 2 millions d'euros au global. On installe un restaurant au rez-de-chaussée à droite, à côté on a les sapeurs-pompiers de Marseille, l'issue de secours des sapeurs-pompiers de Marseille, c'est les vestiaires. C'est les vestiaires des sapeurs-pompiers. Et au-dessus on a 9 appartements qu'on loue en meublé, dont une colocation, première colocation, j'ai jamais eu de colocation de ma vie. Voilà, je vais pouvoir découvrir les joies de la colocation. Enfin, le gestionnaire va pouvoir... c'est parce que en fait, là où j'ai quand même peut-être un discours qui est différent du tien, c'est que sur la location, ça peut vite être chronophage. Si tu as un gestionnaire qui fait bien le boulot, ça va quand même pour l'habitation. Moi, en tout cas, c'est mon expérience personnelle là que je partage. Je pense qu'il y a de vraies stratégies que tu as pu donner. Je pense qu'il y a de vraies stratégies qu'un simple particulier, s'il se forme pas, s'il est pas malin, il est pas curieux, va se faire va d'abord passer par des douleurs avant de les comprendre. Mais oui, je pense que effectivement, faut pas dire que tout est noir dans l'habitation. Une chose est sûre, c'est que les arbres ne poussent pas au ciel. C'est-à-dire que je le vois souvent, c'est qu'en habitation, ton prix métrique de location au mètre carré, tu plafonnes assez vite. Et donc, tu es obligé d'avoir un très grand nombre de lignes à gérer pour avoir des revenus locatifs. Je te donne un exemple. Là, je fais une opération d'une salle de sport dans le 92. On a une ligne de loyer à 200 000 euros par an. Tu vois, un locataire qui nous verse 200 000 euros. Combien de locataires en habitation tu dois gérer pour avoir la même ligne de location ? C'est clair. T'as une gestion locative sur tes biens ? Toujours. C'est que bien que j'ai un discours de dire c'est simple à gérer, on n'a jamais de problème, en fait, je trouve que la gestion locative permet un détachement de ses actifs et de créer un espèce de tampon entre le propriétaire et le locataire. Et clairement, en immobilier commercial, même si je sais que ils envoient une quittance ou quoi que ce soit, là, je te donne un truc tout bête également. Pourquoi la gestion locative ? Je t'ai expliqué tout à l'heure que sur le fameux local où j'allais peut-être gagner 450 ou 500 000 balles par rapport à l'actualisation, sur l'actualisation, en fait, le gestionnaire a mal actualisé les choses. Donc, en fait, ce qui fait que si demain, il y a une problématique d'ordre juridique, sa responsabilité est pleinement engagée. Oui, puisqu'il est payé pour ça. Et donc, si j'arrive pas à obtenir gain de cause avec le locataire, c'est pas grave, j'assignerai le gestionnaire. Au bout d'un moment, c'est du business. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, Maury, j'aime bien chez toi parce que quand tu dis quelque chose, tu le fais. Oui. Un gestionnaire, je suis désolé, il m'a dit, je veux prendre la gestion, c'est facile à gérer, en quelque sorte. Je sais faire. Tu te plantes, t'es responsable, c'est tout. Bien sûr. C'est clair. Est-ce que tu veux bien aussi nous parler un peu, parce qu'on a beaucoup parlé d'immobilier, nous parler un peu de ton parcours entrepreneurial, parce que tu l'as évoqué brièvement. On l'a évoqué brièvement, et ça se trouve, il y a des sociétés que je connais même pas. Tu as au moins ta boîte de travaux, tu as au moins ta boîte de formation, tu as au moins ton immobilier.
Est-ce qu'on a déjà fait tout le tour ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu nous as pas révélées? Non, il y a d'autres choses, mais je pourrais pas tout dire malheureusement. Je pourrais pas tout Tu nous dire. fais pas une petite confidence? Non, Tu je peux peux pas. Là-dessus, c'est vraiment trop chaud. On a une exclue tout à l'heure, donc ça Ouais, une petite. Tu ouais. vois, Non, en tout cas, sur la boîte de bâtiment, en fait, déjà, je vais dire à tout auditeur qui souhaiterait lancer sa propre boîte de bâtiment en tant qu'investisseur, ne le faites pas. Moi, c'était une très grosse douleur, cette structure. J'ai perdu à peu près 150 000 euros, voire près de 200 000 euros en faisant des mauvais choix. Pourquoi des mauvais choix sur cette structure? Parce que quand tu lances une boîte et que ton premier objectif, c'est de faire des économies, la plupart du temps, ça marche pas. Ça, tu vois, déjà, c'est parce que chaque investisseur, en quelque sorte, se dit, je vais créer une boîte de bâtiment, comme ça, je vais prendre mes chantiers, et puis, comme ça, en fait, ce sera ma propre boîte. Ouais, mais en fait, non, parce que toi, tu es un mauvais client, en fait. Tu n'es pas un client qui va payer des marges. Au contraire, tu es un client qui veut rien payer. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens. Okay. Donc, j'ai eu cette boîte pendant près de 3 ans. Et ensuite, j'ai décidé de me dire, bon, bah voilà, je fais rentrer des institutionnels, comme on l'a vu, je récupère du volume. Et là, ça allait beaucoup mieux. Tout d'un coup, ça allait beaucoup mieux. Un nouvel associé, j'avais un associé, c'est pas un mauvais associé, mais un associé qui n'avait pas pour moi les compétences requises dans la responsabilité. J'ai décidé de m'en séparer. Enfin, on s'est séparés et on s'entend toujours très bien. J'en ai fait rentrer un autre que tu connais, Amaury, qui est pour moi excellent, très bon, qui est une personne de valeur, enfin qui correspond en tout point aux valeurs que je véhicule. Donc ça me permet effectivement d'avoir cette structure de bâtiment. Et aujourd'hui, du fait qu'on s'est ouvert vraiment au public, on a des volumes bien très intéressants. Je pense qu'on sera entre 6 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023. Donc ça, c'est cool. Sur la société de formation, étonnamment, en fait, contrairement à ce que tout le monde pense, aujourd'hui, je ne gagne pas d'argent sur cette société de formation. Je ne gagne pas d'argent sur cette société de formation. J'ai commencé, je l'ai peut-être fait un peu tard, c'est-à-dire que tout le monde s'est lancé dans la formation à un certain moment. Moi, je voulais attendre d'avoir la crédibilité par des opérations. Je sais que certains, ils avaient 2 apparts, ils étaient déjà en train de faire des formations dans tous les sens, et ça a même pu fonctionner pour eux. Souvent, dans ce type de profil, j'ai plutôt tendance à saluer la réussite entrepreneuriale plus que la réussite en tant qu'investisseur. Mais en tout cas, cette société de formation, on est en train d'avancer et de la développer pas à pas. Aujourd'hui, on a à peu près 150 membres, on est à taille humaine. Moi, les personnes qui rentrent, c'est plus j'ai vraiment la volonté de faire beaucoup d'associations avec ces personnes-là. Là, par exemple, on vient de prendre la master franchise pour l'enseigne On Air Fitness sur l'agglomération lilloise. Donc, on a une dizaine d'ouvertures de prévues sur l'agglomération lilloise avec un membre. Ok, c'était ma question. Avec un membre IMO commercial. À côté de ça, voilà, il y a d'autres projets de ce type-là. À côté de ça, j'ai aussi les 2 conciergeries qui me permettent d'avoir mes appartements en location saisonnière. Tu sais, donc, tu as tes propres conciergeries? J'ai mes propres conciergeries. En fait, le modèle, parce que je me suis dit, quitte à faire une connerie, je vais aller jusqu'au bout. C'est que le modèle du bâtiment, je l'ai dupliqué en conciergerie. Voilà, mais tu rigoles, mais c'est ça. C'est qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que les ouvriers du bâtiment travaillaient sur la boîte de bâtiment, et puis leurs femmes travaillent comme femmes de ménage dans mes appartements en conciergerie, tu vois, directement. Et comme ça, j'ai la conciergerie avec les appartements qui sont gérés. Là, je vais sortir de cette association et de ces activités sur Marseille. Je garde uniquement la partie parisienne. Là, on a un projet, j'en ai parlé avec Veneta tout à l'heure, on vient créer une maison d'hôtes parce que je ne veux plus aucun projet de location saisonnière sans pérennité d'exploitation. C'est-à-dire tous ces projets où tu prends de l'habitation et puis tu restes dans ton canapé et tu pries chaque jour en espérant que tu vas pas te taper un courrier ou un appel du service urbanisme. T'en rigoles, Erwan, mais quand je suis revenu de mon voyage de noces, je descendais de Polynésie, j'étais devant la douane parce que tu passes quand même la douane quand tu rentres. Le premier appel que j'ai eu, service urbaniste de la ville de Marseille, qui me dit « Monsieur Ameline, vous avez une quinzaine d'appartements. » Ça. Ils m'ont sorti toutes les structures, toutes les adresses, toutes les annonces. Ils connaissaient tout. Ils avaient déjà tout étudié. Ils disent, à partir de... vous n'avez plus le droit de le faire. Donc déjà, vous le faites dans l'illégalité depuis quelques temps. Donc maintenant, on vous prévient, sinon c'est procédure. Donc, tu te posais la question pourquoi je revends mon patrimoine en habitation. C'est pour ça. Parce que je ne suis plus en capacité d'exploiter ces biens-là. Et par chance... l'immeuble où j'avais mon local commercial au rez-de-chaussée, j'avais en fait, c'est un ancien hôtel qui a jamais été transformé au niveau de l'urbanisme.
Ça m'a coûté un avocat que j'ai foutu dessus, des allers-retours aux archives, etc. Et donc aujourd'hui, je peux avoir cette pérennité d'exploitation parce que administrativement, les choses n'ont pas été faites correctement et on s'est engouffré dans cette brèche pour pouvoir garder cette exploitation. Mais c'est pour ça que souvent, on a tendance, et je vois beaucoup d'investisseurs qui se concentrent sur la performance en location saisonnière, mais sans pérennité, il n'y a pas de business en fait. Tu peux pas utiliser... Ce qui vient valoriser une activité, c'est sa pérennité. Si tu n'as pas de pérennité, ça s'effondre. Surtout quand les gens ont du pouvoir d'achat. Parce que là où tu vas faire de l'argent, c'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la revente. Et les gens qui vont racheter à un montant fort parce qu'ils estiment que c'est rentable, ils veulent de la sécurité parce que l'argent, ils l'ont déjà. Donc, ils veulent juste être safe. C'est ça, exactement. Donc là, c'est pour ça qu'on sort avec Veneta. Je disais, ce projet, on bénéficie de la déclaration maison d'hôte. Vu que tu es en maison d'hôte, pour ceux qui ne le savent pas, pour la location saisonnière, si tu as ta résidence principale, derrière, tu peux faire jusqu'à 5 appartements, chambres, en fonction de comment tu organises les choses, ou tu peux avoir 15 personnes en effectif maximum. Donc là, on est parti sur des types Love Room, mais assez haut de gamme, vu qu'on achète un ancien presbytère qui fait 430 mètres carrés. Donc nous, on garde 200 à peu près. Le reste, on divise en 5 lots. Et comme ça, on est bien sur cette opération. Et il y a quelques activités qu'on est en train de développer, dont vous en saurez plus. Et notamment, on va développer une formation, cette fois-ci, sur la franchise. C'est-à-dire qu'il y a l'immobilier commercial. Donc, on en a beaucoup qui nous disent « Ouais, mais le salon de la franchise, je pourrais être commerçant. » Donc, c'était mon métier pendant 7 ans de faire ce métier-là. Donc, on va développer une formation aussi sur la franchise, toujours sous le label IMO commercial. Donc, immobilier commercial pour les murs commerciaux, immobilier commercial pour la franchise. Et comme ça permet d'avoir une vision globale, en tout cas, de ce marché-là. Ok. C'est très cool. Donc là, on a fait le tour de toutes les activités, là. Non, il y en a certaines que je peux pas te dire. Ah oui. Non, je suis pas étonné. Je pensais qu'on allait rire plus, par contre. On a été très focus. Pour la peine, je vais bouffer la chouquette. On a 2 questions pour terminer pour toi. Non, moi j'ai une autre question avant. Est-ce que quelqu'un qui souhaiterait investir et commencer l'immobilier commercial, est-ce que tu conseilles d'acheter, je sais pas moi, des actions de foncières? Je crois qu'il y a Jessina qui font des choses comme ça, notamment. Est-ce que tu penses que ça peut être pour y prendre vraiment pour y prendre goût, le starter quoi? Non, ou pas? Non. Moi, je pense qu'en fait toutes ces activités, c'est des supports. Et qui dit support dit intermédiaire. Qui dit intermédiaire dit intérêt, ou en tout cas marge au passage. Marge rognier, donc là où effectivement tu peux taper assez facilement des 6-8% de rendement sur ce type de placement SCPI et autres, ça a été complètement financiarisé, tu n'as plus aucune création de valeur à faire. Donc non, moi j'aurais pas tendance à acheter ça. Par contre, ce que je ferais, c'est que dans l'immobilier commercial, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette fameuse opération où je vais prendre 450 ou 500 000, vous avez vu que le seul job que j'ai fait, c'est acheter un truc qui était déjà loué. Donc j'ai filé mon RIB au locataire. C'est-à-dire que si tu veux te lancer vraiment dans l'immobilier commercial, forme-toi, c'est une première chose. Mais surtout, tu vas partir sur des actifs qui sont peut-être déjà loués. Et puis au fur et à mesure, tu vas prendre de l'assurance sur des actifs qui sont déjà loués. Tu vas engager peut-être des spécialisations. Donc tu vas prendre de l'assurance sur des spécialisations. Tu vas pouvoir t'engager sur des opérations avec du marchand de biens ou avec des divisions ou ce genre de choses. En fait, et tu n'es pas obligé de passer par des grosses opérations. Tu vois, là, je vous parlais tout à l'heure de l'Oise. Yacine, là, qui détient un tabac à Pantin, lui, en fait, il fait des opérations entre 90 et 130 000 euros sur du 12 à 19% de rendement. Comme on le disait dans la stratégie, 0,400 000. Voilà, 0,400 000. Et au lieu de mettre tous tes œufs dans le même panier, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais trois, t'en as fait trois, t'en arbitres une, tu reprends le cash, t'en refais deux, t'en refais des... Et en fait, t'avances comme ça progressivement. On a un membre aussi, Jonathan, il est passé première opération en 2012, Ponto Combo, un ancien de Nicolas, qu'il a acheté 100 000 euros. Dernière opération, après 17 millions d'euros de patrimoine, dorénavant, il a fait une opération, une crèche dans le 15e arrondissement qu'il a acheté 1 million d'euros. En fait, on est dans une génération, je suis désolé, ça fait vieux con de dire ça, mais en tout cas, on est dans une génération où j'ai l'impression que c'est l'escalade sur Instagram, où il y aura toujours la méthode révolutionnaire pour devenir riche en 30 minutes. Non, en fait, on va juste, et comme vous l'avez fait vous aussi, copier ce qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années et essayer juste de reproduire un petit peu que ce qu'on fait et avancer et augmenter un peu la taille de ces opérations pour créer de la valeur, mais sur du moyen, sur du long terme.
et pas s'obstiner à vouloir systématiquement avoir une méthode révolutionnaire où on va Craquer gagner le beaucoup code, d'argent craquer le code en 30 que secondes. personne n'a craqué. Ouais. Est-ce que finalement, alors ça c'est mon retour, tu vois, je dirais de client potentiel, mais est-ce que finalement Immo Commercial, au-delà d'être une formation, parce que je trouve que le terme il est peut-être galvaudé et du coup de mon côté, et je t'en parlerai après, mais je pense que ça peut ça peut te porter préjudice. Est-ce que ce serait pas plutôt un club finalement que tu es en train de créer ? Ah mais c'est complètement un club. C'est que je pense que le milieu de la formation, il a évolué. En fait, ce que tu fais aujourd'hui, j'ai le sentiment, c'est que tu donnes avec la formation les clés aux personnes pour qu'ils puissent comprendre de quoi ils parlent quand ils arrivent dans le club. À minima. Il y en a 70%, je veux dire, je sais pas du tout dans mon intérêt de dire ça, mais t'en as 70% qui vont jamais rien faire parce qu'ils vont pas s'impliquer dans le truc. Mais concrètement, t'as tout ce que moi j'aurais eu besoin pour réussir, en fait. Donc après, à toi d'être malin, et j'en vois certains, mais ils ont un potentiel énorme. Et ils sont en alternance, ou ils sont ci, ou ils sont ça. Mais en fait, ils ont déjà tellement de réflexes que je me dis, mais t'arrêtes de bouger le cul, parce que là, tu vas te faire bouffer très vite, quoi. Et je pense qu'on a un peu transité sur ce secteur de la formation. C'est que les plus anciens, les plus connus, tous ceux qui sont partis s'expatrier aux quatre coins du monde et qui n'ont plus aucune valeur, plus aucun rapport avec le terrain, les gens ne sont pas dupes par rapport à ça. Ils commencent à comprendre qu'il y a des références. C'est comme tout marché. Quand ça se développe, hop, on a énormément de personnes qui se positionnent sur le truc, qui vont dans tous les sens, peu importe la légitimité, c'est nouveau, on y va, boum, on accélère, on achète. Et puis au bout d'un moment, ça s'écrème, de par le niveau de concurrence qui augmente. On commence par voir un peu cette nécessité de recentrer l'activité sur l'accompagnement, de recentrer l'activité sur de la vraie création de valeur et surtout de vérifier les références de la personne. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que de grands formateurs qu'on peut voir autour de nous pourraient refaire les mêmes performances. Par contre, ceux qui performeront le plus seront des personnes qui ont réussi à, en réalité, utiliser la formation comme une activité connexe de découverte, un peu à l'image d'un entonnoir, où ensuite tu vas redistribuer les choses vers différentes activités sur lesquelles tu peux avoir. Tu vois, je parlais du bâtiment. Bon, bah voilà, quand il y a des personnes qui ont des besoins sur du bâtiment, ils sont dans Immo Commercial, ils vont penser logiquement à moi. Demain, il y aura d'autres activités, ils vont aussi penser logiquement vers moi. Mais il y a un peu cette démagogie de la formation où les gens se sont tellement fait avoir que malheureusement, ils sont très frileux à l'idée de dépenser de l'argent dans des formations. Mais moi, je peux te dire, je t'ai dit que j'étais un très gros consommateur de formation. J'ai toujours réussi à tirer quelque chose d'une formation, même si j'étais très déçu de la formation. Un contact, un outil qu'il utilise que j'utilise pas, ou n'importe quoi. Il y a ça, en effet, mais j'y reviendrai, mais je te le redirai tout à l'heure et je t'expliquerai pourquoi je dis ça. Mais je pense qu'en effet, tu n'es pas tant dans la formation, tu es dans la notion de club et de partage dans l'expérience que tu vas proposer, qui est bien différente de la formation 100% e-learning. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu communiques peu ou pas assez là-dessus, en tout cas moi de ce que j'avais compris. Et je trouve ça dommage parce que de mon côté, et on en avait parlé, tu sais, Gérald nous avait demandé dans le mastermind qu'est-ce qui vous avait porté, et tous les deux on avait un peu répondu la même chose, c'était le réseau. Clairement, c'est l'ouverture que ça te permet au niveau des portes sur ces sujets-là. Au-delà de ça, il y a bien d'autres sujets, mais le réseau qu'on a pu avoir et rencontrer de ces personnes-là, c'est extrêmement... Bien sûr, je vais te donner... Tu voulais une petite confidence, donc je vais te donner une confidence pour tous ceux qui... Ça fait quand même 1h30, tu vois, que vous nous écoutez. Donc ceux qui ont eu le courage d'aller jusque-là. En fait, je tourne jeudi une formation de 2 heures, donc avec une dizaine de modules, qui sera entièrement gratuite sur l'immobilier commercial. Donc toutes les personnes qui se disent bah c'est pas pour moi, je pense que c'est un formidable moyen de découvrir si en profondeur vous considérez que toujours ça n'est pas possible, enfin c'est toujours pas acceptable pour vous. C'est un peu un pari que je fais, c'est que en réalité cette formation d'une dizaine de modules, elle reprend peut-être 1 heure au moins de la formation réelle qu'ils vont découvrir après. Après, il y en a quand même une quinzaine d'heures derrière. Mais en tout cas, c'est une formation que j'ai travaillée pendant des semaines. Et c'est un peu ce pari que je fais en me disant, bah, écoutez, voilà, aujourd'hui, on est à l'ère de toute l'information. Donc, testez le produit, regardez ce que c'est. Si vraiment vous continuez à penser que c'est pas fait pour vous, ne le faites pas. Mais par contre, sinon, laissez une chance au truc et vous verrez que il y a quand même des chances que si ça a fonctionné pour moi et pour les autres, ça puisse fonctionner aussi pour vous. C'est clair, très clair. Les 2 dernières questions. Allez, vas-y. Tu veux que je les pose les 2 ? Allez, vas-y. Si tu veux. J'ai peur.
Ouais, elles sont sympas. La première est un peu plus touchy que la deuxième. Est-ce que t'as des passions, et plus spécifiquement, on la spécifie davantage cette question, passion inavouable que tu peux avoir. Veneta nous en a lâché une et on en a de plus en plus. Une passion inavouable. Ouais, genre. Et vu le sourire que tu as eu, tu en as une. Ça, il me met encore plus la pression. Je sais pas si c'est pour ça qu'on est dehors. Je sais pas si c'est inavouable. Enfin, en fait, avec ma femme, on est passionné de CrossFit. Voilà. Alors, Okay. c'est peut-être pas assez croustillant pour vous. Vraiment. On en fait 6 fois par semaine. Après, dis-moi, mes défauts, je suis trop organisé. Donne-moi des exemples. Genre des passions inavouables. Non, mais pas nous arnaquer. Donnez-moi des exemples de passions inavouables que je peux On peut. Ouais, vas-y, Pamela. Pamela, par exemple, qu'on a fait, elle collectionne les surprises que tu as dans les Kinder Surprise. Elle en a une valise complète. Ok. Encore une autre. Veneta, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle avait le make-up. Ouais, mais il y avait autre chose avant. Et qui était vraiment. Tu peux dire le make-up, hein. Ouais, si tu nous sors le make-up, ça c'est une vraie passion inavouable, ça. Tu vois, ça part en reel, c'est. Ah non, si, c'est ça. Elle collectionnait les serviettes, Veneta. Collectionner les serviettes. Ouais, ça c'est un peu inavouable. Je peux dire juste que j'aime bien piquer les chaussons dans les hôtels. C'est les petits chaussons dans les hôtels. C'est bien. J'aime bien piquer les petits chaussons dans les hôtels. Okay. Après, je les mets chez moi et puis après, ils finissent par être tellement pourris que je les jette à la fin. Mais voilà. C'est passion inavouable. Voilà, la collection des chaussons dans les hôtels. Magnifique. Intéressant. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser, que t'aurais aimé qu'on te pose, un sujet qu'on n'a pas abordé, que t'aurais aimé aborder? Et t'as le temps de la réflexion, puisque vu que c'est Erwan qui fait le montage, il peut couper, il n'y a pas de souci. Dépêche-toi. Truc de l'échec, c'est un peu cliché, on va pas parler de ça. Je pense que le réseau, tu l'as dit tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut arrêter de penser que tous ces formateurs, tous ces grands chefs d'entreprise, toutes ces personnes que vous voyez et que certains peuvent idolâtrer n'ont pas fait d'erreur. Au contraire. Mais si vous saviez tout, là, on est resté 1h30 ensemble, je vous en ai pas trop parlé. Mais toutes les conneries que j'ai pu faire. Et que moi, je suis quelqu'un qui donne beaucoup trop vite ma confiance. C'est-à-dire que, voilà, en fait, je paye pour voir. Clairement, je pense que c'est ça. Je paye pour voir. Ça veut dire que demain, tu veux travailler avec moi. Limite, vas-y, vas-y, ok, pas de problème. Je te paye et tout, il n'y a aucun problème. Jamais je serai déçu de ta prestation, je ne vais pas te payer à la fin. Je paye pour voir et surtout, je suis extrêmement empathique. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de parler, que je sais déjà à quoi tu penses. Et surtout, les difficultés que tu peux avoir, et sachant que j'ai un peu ce syndrome du sauveur, je finis par vouloir t'aider aussi et tes problèmes deviennent les miens. Donc, t'imagines que quand tu as une boîte de bâtiment, que tu dois gérer les problèmes de tes ouvriers, quand tu as tes ouvriers sont mariés avec les femmes de ménage, que tu as envie de leur faire plaisir. Non, mais tu me parlais des 150-200 000 euros, ça vient clairement de ça. Clairement, c'était ça le problème. Donc, je peux simplement te dire qu'il faut peut-être... moi, j'ai pris conscience que je ne faisais pas tout de enfin, que tout n'était pas bon dans ce que je faisais. Et ce que je pensais être un atout me desservait énormément dans mes activités. Et aujourd'hui, je n'ai plus aucun problème pour mettre en place des personnes qui ont plus de compétences que moi sur certaines personnes. Je finirai sur ma femme, c'est pour toi bébé. C'est pour toi bébé. Comme ça, tu vérifieras si elle va jusqu'au bout du podcast. Je parle régulièrement de ma femme et en fait, c'est vrai qu'elle est parvenue à vraiment me protéger sur certaines choses où elle sentait à plein nez quand quelqu'un essayait de m'avoir alors que moi je le sentais pas vraiment. Et surtout, je veux dire qu'elle a beaucoup plus de compétences que moi, que ce soit des compétences intellectuelles, de concentration, de mémorisation. Par contre, j'ai une chose aujourd'hui encore qui nous distingue, mais c'est en train d'évoluer, et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui ma plus belle réussite, c'est que les problèmes, j'adore ça. J'adore les problèmes. Je préfère même plus les problèmes que quand les choses vont bien. Et aujourd'hui, j'ai pas peur de m'engager dans des trucs impossibles. J'ai pas peur de m'engager dans quelque chose qui va me provoquer une charge mentale énorme si je sais que ça peut me rapporter quelque chose à la sortie, en fait. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui nous différencie, c'est que moi, en réalité, j'arrive tout de suite à voir la finalité du truc. Quand elle va être très compétente. Dès que tu vas lui donner une étape, pour la résoudre, elle va être super bonne, mais elle va pas forcément penser
à l'étape qui vient derrière. Et je pense que c'est ça un entrepreneur, c'est de toujours avoir cette capacité réversive comme ChatGPT, où effectivement tu vas pouvoir voir tout le long du chemin. Ouais. Et plus tu as d'expériences différentes, plus tu vas sur des business différents, plus tu vas pouvoir scaler et avoir ton espèce de squelette qui dans tous les cas va fonctionner sur une activité ou sur une autre. Magnifique. Moi, je voulais ajouter quelque chose, mais je vais me taire parce que c'était très beau. Donc, on va rester là-dessus. Bah écoute, c'est toi. Hein. Bah, franchement, c'était top. Ouais. En Merci. tout cas, merci de tout ce que tu nous as dit. Promis, on vous fera le parcours. En Je toute transparence. vais juste la poser parce qu'on on en aura besoin pour le titre de la vidéo, parce qu'on te l'a pas demandé. Aujourd'hui, tu estimes à combien ton patrimoine immobilier tout cumulé? T'as une idée ou pas? Également société ou que immobilier? Tout cumulé. Ta plus belle, Combien ta plus belle façade. Combien tu pèses, c'est ça en gros? Ouais. Combien je pèse? Vu que tu fais du crossfit, tu dois Ouais. être à un bon 85. Ouais, là en plus ce week-end était particulièrement intense au niveau des restaurants. Non, combien je pèse aujourd'hui? Je dirais une dizaine de millions à peu près. Ok. À peu près une dizaine de millions. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que j'arrive maintenant presque à doubler tous les ans ou tous les 2 ans ce que j'ai auparavant en fait. Et je pense que c'est plus l'exponentialité qui est importante. Tu la sens plus forte actuellement? Ah ouais, là. En fait, c'est quand les autres ralentissent que toi tu dois aller 2-3 fois plus vite. Est-ce que cette affirmation qui dit que le plus dur c'est le premier million, est-ce qu'elle est vraie? Je peux dire un truc un peu philosophique encore? Ah bah nous on kiffe ça. Ouais. Certains se demandent toujours ouais, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux toujours plus, pourquoi tu veux aller plus loin. En fait, moi, ça peut paraître arrogant, mais c'est vraiment une dynastie que je veux créer. C'est-à-dire que je suis un peu le démarrage d'une dynastie qui seront mes enfants, où je veux leur léguer quelque chose qui va leur permettre justement d'être en facilité pour développer autre chose. Et on va quand même laisser une planète, alors je suis désolé pour tous ceux qui sont qui vont se dire ça y est, ils partent dans des délires écologiques, mais on va quand même laisser une planète et une situation économique dans un état catastrophique. Donc si je peux donner à mes enfants ne serait-ce que leur premier million ou leur deuxième million pour qu'ils arrivent eux-mêmes après plus par facilité et par chemin déjà réalisé à le faire, bah, je vais me battre de toutes mes forces pour pouvoir y arriver. Voilà. Ok. En fait, tu vas être la première. Le premier maillon de la chaîne. restauration demain de ta Amelie. génération. Je travaille avec des personnes. Ça aussi, c'est un truc sur Instagram qui est insupportable. C'est de cracher sur les personnes qui sont nées parce qu'ils ont eu un peu mieux né que toi. C'est-à-dire, voilà, lui, il a pas de fierté parce qu'il a créé quelque chose. Enfin, ses parents, je vais recommencer. En fait, j'en ai marre, moi, sur Instagram, je vois tout le temps qu'il y a certaines personnes qui sont en train de dénigrer quand d'autres personnes ont déjà un peu plus d'argent parce qu'ils sont un peu mieux nés qu'eux, en réalité. Et moi, je peux vous assurer que j'ai un de mes associés qui est extrêmement bien né, qui a plusieurs dizaines de millions d'euros au niveau familial. Et je peux vous dire que quand il se lève le matin, il n'a qu'une obsession, c'est de faire péter les milliards. Et il a beaucoup plus de réussite, il a beaucoup plus enfin, bien qu'il soit parti d'une situation qui était pour certains un objectif de vie, pour autant, lui, sa seule obsession, c'est de se lever tous les matins et d'aller faire accroître ce qu'on lui a donné. Et ce serait complètement débile qu'il n'utilise pas cette situation qu'on lui a donnée au début parce que certains pourraient penser que c'est pas équitable. Non, c'est pas parce que tu cours et que tu commences une course de plus loin que tu vas pas atteindre la ligne d'arrivée. Je suis 100% d'accord. J'appelle ça le jeu de cartes. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ton jeu de cartes. Si dans ton jeu de cartes, tu avais déjà 1 million, bah c'est à toi de jouer la plus belle partie avec ton jeu de cartes sans même te poser de la question du jeu de cartes de l'autre. Ouais, c'est ça. Après, si nous, en tant que, voilà, on va dire influenceur ou podcasteur ou ce que tu veux, on arrive un peu à créer cette traînée derrière nous qui va faciliter l'avancée du bateau de derrière. Bah, franchement, allons-y, faisons-le de toutes nos forces. Et je sais pas pour vous, mais moi, je commence à avoir quelques personnes, les fameux haters, tu sais, là, qui commencent à arriver et qui te disent arrête de parler tout seul devant ce podcast, parce que certains verront peut-être cette vidéo en se disant arrête de parler devant un mur. Non, mais c'est ça, j'ai eu le cas. Et ben, j'ai envie de leur dire clairement, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Et si ça peut un minimum orienter les personnes qui sont derrière et leur permettre d'aller un peu plus vite dans leurs opérations, bah, je me dirais que j'ai pas perdu ces 2 heures ensemble. Magnifique. C'est une très belle conclusion. Merci, Aymeric. Merci à vous. Allez, à très vite. Salut. Ciao.